Séquence, c'est donc une association de scénaristes qui s'adresse aux scénaristes, de scénaristes écolucides qui avons remarqué qu'on ne prenait pas assez en compte les enjeux climatiques dans nos fictions. On s'est aussi rendu compte que c'était très très dur de le faire, et donc on a décidé de se rassembler en toute humilité pour monter en compétence collectivement sur ces sujets. Voilà, donc là on a des activistes qui nous rejoignent, et moi quand on me dit activiste, je me dis oh là là, ces héros des temps modernes, tellement purs, qui sont des gens incroyables, je ne pourrais jamais leur ressembler. Peut-être que c'est un problème d'ailleurs, et peut-être que c'est un biais d'une représentation qu'on a. En tout cas, on s'est aperçu, on le sait, mais on s'est aperçu qu'on avait énormément de biais dans la manière dont on traitait, collectivement, les scénaristes et la fiction française, dont on traitait les personnages d'activistes, ou en tout cas de personnes engagées écologiquement, notamment et probablement souvent avec des bonnes intentions. C'est des personnages qui incarnent et des conflits, on se nourrit de conflits, et nos propres angoisses, et donc on fait des personnages particulièrement extrêmes, et finalement on finit par véhiculer des images qui ne sont pas forcément justes. Donc on a trouvé intéressant de prendre un peu de temps pour grandir collectivement sur ce sujet-là, en discutant un peu avec des gens qui vivent ces engagements au quotidien. Je vais vous appeler si vous pouvez nous rejoindre sur scène. On est avec Jean-François Julliard, qui est le directeur général de Greenpeace France. Merci beaucoup d'avoir trouvé du temps pour participer à cette table ronde avec nous. On est avec Marguerite, qui fait partie des Soulèvements de la Terre depuis 3 ans, mais qui a un engagement beaucoup plus long que ça. Elle aura sûrement l'occasion de nous en parler un petit peu. Et on est avec Johan Jager, qui est photographe et qui réfléchit justement et précisément aux manières de représenter l'activisme et à ce que véhiculent les images sur l'activisme. Donc on est assez proche de ces sujets-là et de ce qui nous occupe aujourd'hui. Et on est avec Anne Rambach, qui est scénariste, comme une partie d'entre vous. Et donc si vous voulez vous asseoir, merci déjà à tous d'être là. Ça va pas être une table ronde où vous serez passif. L'idée, c'est vraiment de participer. Et donc assez rapidement, je pense qu'on a pas mal de choses à apprendre déjà pour mieux découvrir nos intervenants. Mais assez vite, on fera évidemment circuler un micro dans la salle pour vous permettre de participer, de poser vos questions ou de faire part de vos témoignages sur la manière dont vous avez pu avoir à traiter des personnages déjà par le passé, ou au contraire à ne pas le faire. Voilà, et on va essayer, en termes de timing, qui est la grande angoisse d'Anne, du coup on va essayer de la désangoisser sur ce sujet et de ne pas faire plus de 2 minutes par intervention si c'est possible, pour que tout le monde puisse avoir la parole et puisse partager ses expériences, poser ses questions, etc. En tout cas, n'hésitez pas. Je fais circuler le micro, donc faites-moi signe. La salle est quand même pleine de scénaristes, on est tous pros, on est venus ici aussi pour réfléchir sur comment on travaille. Donc intervenez le plus souvent que vous pouvez. Dès que vous avez des questions, dès que vous avez des choses qui vous semblent être en regard de ce qu'on est en train de raconter ici et pouvoir alimenter nos discussions, vraiment intervenez. La seule chose qui est importante, c'est d'intervenir effectivement en étant bien synthétique, en essayant d'être sur le sujet de manière à ce que le maximum de personnes puissent s'exprimer et qu'on puisse... On s'est donné quand même 1h30 à peu près. On ne voudrait pas se lancer dans un marathon. Et d'ailleurs, les marathons sont déconseillés par le temps qu'il fait. Voilà. Donc, je voudrais qu'on commence par parler de ce dont on parle assez peu quand on parle d'activistes. Ça m'avait frappé comme moi j'étais à ACT UP parce qu'on parlait tout le temps des désesperados, du sida, etc. Et en fait, je me disais, mais ça occulte complètement les innombrables réunions, lectures, analyses, décompositions de rapports médicaux, etc., qu'on faisait avant de faire la moindre action. Et donc, j'ai l'impression qu'on ne mesure pas le degré d'expertise, le degré de travail qu'est être un militant et dans le domaine écologique. J'ai l'impression que le sida était presque une question simple au regard de celles qui sont couvertes par les champs de ces deux mouvements. Donc en fait, je vais déjà lancer la discussion en leur demandant de raconter la partie immergée de leur activité. En fait. Qu'est-ce que vous faites quand on ne vous voit pas ?
Donc, je commence par ma droite, après je passe à la gauche, et je n'y voyais aucune... Qu'est-ce qu'on fait quand on ne nous voit pas à Greenpeace, quoi ? C'est ça la question. On prépare les moments où on espère que vous allez nous voir. En fait, c'est surtout ça. Non, Greenpeace, c'est une organisation assez vaste aujourd'hui, puisqu'on est présent dans beaucoup de pays dans le monde, donc il y a beaucoup d'échanges internationaux. Et en fait, toute la partie visible, émergée de l'activisme chez Greenpeace, c'est une partie seulement de ce qu'on fait, parce qu'on a différents modes d'action. Et surtout, on essaie, nous, à chaque fois qu'on pratique une action de désobéissance civile ou une action militante sur le terrain, on essaie de l'inscrire dans une séquence une typologie d'actions et d'activités qui fait sens. C'est-à-dire que généralement, on ne commence jamais par une action comme celle-ci. Quand on se dit qu'on va travailler sur, je sais pas, au hasard, l'exploitation pétrolière et nos amis de Total Energy, on se dit pas qu'on va commencer par aller faire une action désobéissante devant le siège de Total Energy. Assez rapidement, on y vient parce qu'on trouve que c'est intéressant. Mais on commence d'abord par faire tout un travail de documentation, tout un travail de préparation, tout un travail de préparation, d'expertise, d'arguments pour être solide sur le fond, parce qu'on ne se lance jamais si on n'est pas solide sur le fond, pour être sûr qu'on sait de quoi on parle, pour être sûr qu'il y a une vraie problématique environnementale avant de lancer une phase publique. Et puis souvent, ce qu'on aime bien faire, en tout cas nous à Greenpeace, c'est d'aller frapper à la porte des gens à qui on fait des demandes, avant d'aller s'installer illégalement devant leur bureau ou leur siège ou ailleurs. On essaie de faire ça dans les formes, c'est-à-dire d'envoyer un courrier, de demander un rendez-vous, demander un rendez-vous. Parfois on l'obtient, parfois on ne l'obtient pas. Et en fait, c'est quand on se dit qu'on arrive un peu au bout d'un truc et qu'on est coincé, qu'on est bloqué, qu'on sent que rien ne se passe, que là, l'activisme entre en ligne de compte. Parce que l'activisme chez nous, c'est un parmi des moyens d'action, c'est l'un des principaux et l'un des fondateurs de Greenpeace. Greenpeace est construite sur une action de désobéissance civile en 1971 au large des côtes américaines. Mais on se dit qu'il faut que ça vienne pour apporter une valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, elle est dans le déclenchement de quelque chose qui est bloqué. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être une demande qui n'est pas écoutée, ça peut être un rendez-vous qui ne vient pas, ça peut être l'activisme, ça peut être la petite étincelle qui va lancer un débat public dont on a besoin pour faire avancer les causes qu'on défend et les luttes, ça peut être le rouage dans une machine administrative qui va faire en sorte qu'un projet contre lequel on s'oppose ne se fera pas. Voilà, c'est tout ça. Mais à chaque fois, on essaie de penser, donc il y a beaucoup de réflexion avant d'agir. Après, on agit. Mais il y a beaucoup de réflexion avant. On essaie de questionner, bien sûr, le pour et le contre, les risques qu'on va prendre et les risques qu'on va faire prendre à d'autres, parce qu'on ne fait pas ça tout seul, et les bénéfices attendus, l'impact potentiel qu'on peut avoir. Voilà. Et c'est une fois qu'on a pesé un peu tout ça, qu'on se dit, là, il faut y aller, parce que là, ça peut vraiment faire la différence. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas. Hein, c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, voilà, tout ce qu'on fait quand on n'est pas en train de faire une action, c'est préparer la suivante, en vrai. C'est un peu ça. Marguerite, les soulèvements de la Terre, tout le monde connaît le nom, mais en fait, c'est une entité que les gens ne connaissent pas si bien que ça. Est-ce que tu peux commencer déjà, avant qu'on rentre dans le détail de votre action, présenter en fait la spécificité de votre organisation ? Et du coup, les soulèvements de la Terre, c'est un mouvement qui est né sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en juin 2020. Du coup, ça fait déjà 5 ans. Ça fait déjà 5 ans, qui est né avec une grande composition à l'époque, un peu dans cette lignée des marches climat, et en tout cas de plein de tentatives qui existaient sur le territoire pour faire naître les questions sur l'agriculture, sur l'écologie, en fait, dans tous ces champs-là. Et du coup, c'était cette assemblée était composée à la fois de gens du syndicat du monde agricole, de franges plus classiques de l'autonomie, telles qu'on peut les voir dans les manifestations à Paris, que vous avez pu voir potentiellement, de syndicats du travail plus classiques, de jeunes de Fridays for Future, des grèves pour le climat, et de toute cette mouvance-là qu'il y a eu. Et c'est un peu tous ces gens qui ont réfléchi à comment on fait pour s'organiser, spécifiquement en prenant l'axe des grands projets inutiles. Des grands projets inutiles, comment on fait pour donner un appui et une visibilité et peser dans le rapport de force, et que les gens puissent se rendre, en tout cas, sur d'autres luttes contre des grands projets inutiles. Du coup, l'idée, en fait, c'est un appui à des luttes locales, c'est un renforcement à des luttes locales, et c'est une intervention qui se fait, ce qu'on dirait dans les grandes lignes, qui se fait seulement quand les recours juridiques sont allés au bout.
Et ça, c'est là où c'est un peu différent, j'ai l'impression, d'autres mouvements, c'est qu'on essaie de dire, en fait, quand les recours juridiques sont allés au bout, c'est là qu'il faut tenter des voies qui sont paralégales, extralégales, et qui sont par contre toujours en complément avec les voies complètement légales. Les recours, par exemple, contre la 69 sont complémentaires des modalités d'occupation, de blocage, etc. Les modalités des soulèvements de la terre, dans les grandes lignes, ce serait blocage, occupation, désarmement. En vérité, avec la répression à laquelle on fait face, on sort des fois de ça, parce que c'est même des fois pas évident de juste mettre ça en place, au niveau en tout cas du coût répressif que ça a, à la fois humain, financier, enfin vraiment sur plein d'aspects, on y reviendra peut-être. Et qu'est-ce que je disais sur... je suis sûre. Les trois modalités. Et du coup, comment ça fonctionne c'est qu'on fonctionne en commission de travail. On n'a pas de structure juridique. On n'a pas de structure juridique parce qu'on trouve que sinon ce serait un outil trop facile, en tout cas pour la répression d'État. Là, on l'a pu voir avec les nombreuses tentatives de dissolution et notre propre tentative de dissolution, alors qu'on n'avait pas d'existence juridique. Du coup, pour nous, ça c'est ça c'est quand même important de garder ça et en fait de dire que pour nous, c'est que tout le monde peut être les soulèvements de la terre. Après, on reviendra peut-être sur ça. Mais qu'en tout cas, quand il y a eu ces tentatives de dissolution, il y a 150 000 personnes qui ont signé à la tribune et qui disaient on est aussi les soulèvements, pour essayer de dissoudre à la fois la répression et en fait de montrer qu'est-ce que c'est un mouvement d'ampleur et qu'est-ce que c'est un mouvement de soutien, et qu'en fait, militer ou faire des choses, c'est pas forcément se rendre à l'action le jour J, mais c'est aussi en fait soutenir de plein de manières différentes. Ça, c'est un peu des banalités que je dis, mais vous voyez bien. Et du coup, on n'a pas de structure juridique à proprement parler, pas d'association, etc. Mais on est organisé. Faut me dire si je parle trop vite. Je sais que je parle très très vite. Ok. Super, génial. Je vais pas parler super vite. Du coup, on est organisé en commission. Donc vraiment, j'ai l'impression comme n'importe quelle structure. On a une commission com, on a une commission légale, on a une commission qui gère de la thune, on a une commission qui va gérer les comités locaux. Parce qu'à la suite de la dissolution, il y a eu un appel pour créer des comités locaux partout en France. Et là, du coup, il y en a plus d'une centaine. De gens qui n'étaient pas forcément liés au mouvement, mais qui ont dit en fait moi je me sens des soulèvements de la terre parce que je suis déjà à des actions, parce que ça, et du coup je fais mon comité local, je sais pas, dans la Nièvre, dans le Tarn, un peu partout, du coup avec une variante très très grande de profils. Il y a les commissions, il y a plein de commissions, des grandes commissions de travail dans les grandes lignes, quoi. Ça. Et comment vous faites justement, puisque si vous venez en renfort sur des actions déjà existantes, notamment qui ont été d'ordre juridique, comment vous faites justement pour choisir ces causes? Il y en a plein. Et comment vous articulez votre travail avec le leur? Parce que eux, ils ont leur propre démarche. Peut-être qu'ils attendent avec impatience que vous arrivez, peut-être pas. Comment vous faites la jonction? Déjà, on va pas à des endroits où on n'est pas demandé. C'est que en tout cas, peut-être je vais parler plutôt des grandes luttes, en tout cas qu'il y a dans les soulèvements, un peu les grands axes que vous voyez peut-être, du coup la question des bassines, qui a été un peu la question qui a été mise sur le devant de la scène, et en tout cas qui est aujourd'hui une question très très présente. C'est en fait d'un travail mutuel de très longue haleine. En fait, sur ce que tu disais, le travail invisible. Avant qu'il y ait Sainte-Soline, en fait, il y avait des mois et des mois et des mois de réunions avec les agriculteurs du coin qui sont impactés directement par la question des bassines, les habitants, les mairies, toutes les localités, en fait, toutes les composantes de l'administration, suivre tous les recours juridiques, voir quand est-ce que là, il faut passer à autre chose, quand est-ce qu'on impulse ça. Et en fait, ça, c'est ça, tout le travail en amont, mais que plutôt tout ce qui est impulsé par les soulèvements de la terre, enfin, ce qui se réalise et ce que les gens voient, c'est fait on essaie en tout cas qu'il y ait un travail le plus long possible et le plus solide possible avec les gens qui sont sur le territoire. Parce que la problématique qu'on pourrait rencontrer, et qui je pense qu'il a pu se passer à certains moments, c'est de monter par exemple qu'il y ait un rapport de force ou un rapport de répression qui soit tellement énorme qu'ensuite les gens qui sont sur ce territoire à l'année, en tout cas je pense à un agriculteur après qui va subir des vengeances de la FNSEA toute l'année parce qu'en fait il a accueilli un camp des soulèvements de la terre sur son terrain. Et du coup nous je pense qu'il y a vraiment une attention particulière à construire des rapports forts dans la durée pour pouvoir se soutenir dans ces moments-là et pour faire des choses qui soient en accord avec les intérêts les uns des autres et en accord avec la lutte, et du coup d'avoir en tout cas un point stratégique très très grand à cet endroit-là. Voilà, je parle du truc des vengeances, il s'est encore passé à la 69 il y a quelques jours où tous les agriculteurs de la FNSEA ont accroché tous les noms des agriculteurs qui soutenaient les soulèvements de la terre sur tous les panneaux du coin, et il y a eu des crevages de pneus, etc. Enfin, c'est des intimidations qui coûtent sur le long terme. Du coup, on a vraiment un intérêt à se tenir ensemble et à faire les choses ensemble et en tout cas à s'écouter. Enfin, c'est un peu banal, mais
c'est un travail de longue haleine, quoi. On n'intervient pas juste à un moment parce que les gens disent on veut une action des soulèvements de la terre, hop, on monte une action des soulèvements de la terre et le lendemain on n'est plus là. En tout cas, c'est pas un truc qui est désirable sur la durée, quoi. Là, les luttes qui ont porté et qui sont entrées dans le débat national, c'est parce qu'elles ont été construites sur la durée, parce qu'on y est revenu plusieurs fois, parce qu'on a tenté plusieurs choses, parce qu'on a croisé plein de gens différents. Et c'est un peu ça qui fait que ça tient, quoi. Je sais pas si toi tu veux rajouter un mot. Donc j'imagine que comme il n'y a pas de structure légale, il n'y a pas de salariés, non ? Et vous, par contre, vous existez depuis longtemps et vous avez des salariés. Comment s'articule la part d'activité qui est confiée aux salariés et celle qui est confiée aux militants ? Ouais. Nous, en fait, on a fait un choix différent, mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Mais quand les soulèvements de la terre n'ont pas de structure juridique, pour se protéger, nous, on pense qu'au contraire, avoir une structure juridique forte, ça permet de nous protéger. Mais encore une fois, c'est des stratégies différentes d'orgas, et il n'y en a pas une qui est imparable de toute façon, mais bon, c'est lié à la construction de Greenpeace, puis c'est un mouvement qui a plus de 50 ans, donc les choses se sont stabilisées comme ça et tout. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'il y a une action désobéissante qui est menée, elle est menée conjointement par des salariés et des bénévoles. Chacun avec des rôles différents. Après, je ne peux pas rentrer dans le détail là. Enfin, on ne peut pas vous raconter toutes nos recettes, mais c'est des salariés, des bénévoles qui travaillent ensemble, qui se mettent d'accord sur un objectif, un concept d'action, et ensuite qui vont mener cette action-là ensemble. Et ensuite, gérer tout l'après, parce que souvent, dans le parcours d'un activiste, on a l'impression qu'une fois que l'action est réussie, l'activiste rentre chez lui et puis c'est terminé, il pense à la suivante. Mais en fait, non, tu l'as évoqué, il y a une répression qui est de plus en plus forte, il y a une criminalisation du mouvement écolo qui est vraiment costaud en Europe, et en France, on n'y échappe pas. Il y a la répression par les forces de l'ordre au moment où l'action se passe, et elle peut être rude. Mais ensuite, il y a la répression judiciaire, dans le sens où il y a des plaintes, enfin nous en tout cas, systématiquement. Je pense, j'ai pas de souvenir d'une action qu'on a menée où il n'y a pas eu des poursuites après. C'est normal, hein, on ne critique pas ça, entre guillemets. On assume pleinement aussi ce côté désobéissant, et on assume ses poursuites. Mais du coup, ça lance un autre travail, une autre séquence pour l'activiste, qui est celle de, après, aller s'expliquer dans un tribunal, aller se défendre et faire en sorte que l'action se poursuive finalement dans les tribunaux. Parce que l'idée, c'est aussi que le procès fasse partie de cette campagne, de ce travail de campagne, et que le procès serve aussi aux activistes pour faire passer des messages et réexpliquer les choses. Donc c'est vrai qu'on a un fonctionnement différent. Après, ça ne nous empêche pas de faire beaucoup de choses aussi en alliance avec tout un tas d'autres assos et d'autres groupes. On se croise souvent avec les soulèvements de la terre ou avec d'autres. On a fait beaucoup de choses ces derniers temps avec XR ou d'autres groupes qui sont apparus ces dernières années en France. Et c'est, je dirais, à chaque fois très enrichissant, et on vient chacun avec nos méthodes et nos histoires et nos cultures d'organisation renforcer tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un mouvement important en France de désobéissance civile, et c'est intéressant. Non, j'essaie de lancer un peu Oui. On pose des questions, mais comme personne lève la main, du coup, je vais poser une question. Est-ce que vous êtes content de la manière dont vous êtes représenté dans les fictions ? Ouais, c'est marrant, moi je viens du milieu du cinéma, du coup c'est un peu rigolo d'être là. J'ai fait des longues études de cinéma documentaire, du coup c'est pas exactement la même chose qu'ici, mais c'est assez marrant. Moi je sais pas en tout cas de quel cinéma on parlerait, mais j'ai l'impression que en tout cas les choses qui ont eu du succès en France sur ces questions-là les dernières années sont malheureusement pas très bonnes, ou les choses qui ont été publicisées, enfin je sais pas, ou les choses dont nous on a entendu parler chez nous, en tout cas c'était pas super. Je pense notamment on a dû faire 4 projections blagues de Zone à défendre, que vous savez, en tout cas, il y a un endroit où on a l'impression quand même assez souvent que c'est très caricatural, la manière de faire les choses, et j'ai même l'impression que même la manière, le protocole de recherche, même lui, est assez caricatural, et assez faible souvent. Et j'ai l'impression un peu de voir je pense que je pourrais voir les mêmes choses dans le cinéma américain des années 80, sur des tentatives, sur des films de terrorisme ou ce genre de choses. J'ai l'impression de voir la même chose, quoi. Du coup, c'est assez marrant aujourd'hui de revoir cette image un peu éculée.
Ouais, je voulais revenir un petit peu sur la face immergée de l'iceberg. Du coup, moi, je me présente, je suis photographe et ça fait maintenant peut-être 4 ans que je travaille sur les mouvements écologistes un peu partout en France et dans pas mal de luttes un peu disséminées sur tout le territoire. Et quand on parle d'activisme, très souvent, dans la tête des gens, donc, il y a à la fois le côté fantasmé de la figure de l'activiste héroïque, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Et il y a aussi le côté action qui va être très ponctuel, avec un côté assez sensationnel. Et ensuite une phase médiatique avec tout ce qui peut être occasionné par la répression ou par un épisode plus judiciaire. En tant que photographe, donc moi je travaille principalement sur le moyen, le long cours, pour la presse, mais pour du reportage plutôt moyen ou long cours. Et vous voyez, moi, ma passion, ça reste la narration par l'image, donc de construire vraiment une narration avec plusieurs images et comment je peux raconter un temps long à travers quelques images. Et comment, à travers une image qui va être, qui va représenter 1/100 de seconde, on peut raconter quelque chose qui est plus large et porter des images. Et typiquement, l'image de l'activiste qui va le plus souvent matcher, qui va être relayée dans les médias, qui va vraiment buzzer, ça va être uniquement du sans-sas. Et ce qui m'a le plus marqué, moi, dans ce que j'ai couvert, grâce au temps long, c'est de voir que, notamment dans ce qui a composé les soulèvements, moi j'ai connu les soulèvements sur une lutte bassine, donc une des premières luttes bassines à Mosée-sur-le-Mignon. J'avais déjà couvert des luttes écolos, et là il y a une convergence en gros de paysans, de militants et de locaux. Et du coup je me suis dit, bon là il se passe quelque chose que j'avais jamais vu ailleurs en termes de convergence et de pluralité des moyens d'action. Et donc je me suis mis à travailler là-dessus sur le temps long et à passer du temps vraiment sur le territoire. Et pareil après sur d'autres luttes. Et ce qui m'a vraiment marqué le plus, c'est dans cette figure de l'activisme qu'on peut vraiment symboliser ou réduire parfois à ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, c'est de me rendre compte qu'il y avait une pluralité, vraiment une richesse de profils, de diversité, de personnes qui dépassait très largement la figure du zadiste ou la figure du militant professionnel ou la figure de l'activiste qui va aller en manif, et que sur le territoire, tout comme ce qui compose les comités locaux des soulèvements, on a vraiment un panel de gens qui vont des jeunes qui sortent d'études à des retraités très anciens, enfin très attachés à leur territoire, à des personnes âgées, je veux dire, excusez-moi, je vais être un peu confus parfois, à des personnes qui travaillent dans des banques, à des profs, enfin, voilà, des cheminots, des cheminotes, vraiment un panel très très large, et des gens qui sont avant tout attachés à leur territoire. Chez les soulèvements, il y a vraiment quelque chose qui est lié aux luttes locales. Et donc des gens qui rentrent dans le militantisme à travers une problématique, à travers un sujet très, très, très simple qui est qu'est-ce qui se passe chez moi, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui vient me toucher, qu'est-ce qui rentre dans ma bulle. Et ce qui fait que les gens rentrent dans l'activisme vraiment à travers leur sphère intime, personnelle, et non pas juste sur un envie d'aller en manif ou autre, quoi. Et à travers ça, vraiment, j'ai pu développer vraiment une lecture de qu'est-ce qui fait l'activisme, qui est vraiment d'une richesse assez dingue, et pour moi le maître mot qui m'a permis vraiment après de pénétrer un peu dans ces milieux et de comprendre vraiment ce qui compose, ce qui fait que les gens se soulèvent, se mettent en mouvement et font le pas de passer d'une station un peu passive à une station active, ça va être vraiment donc cette mise en mouvement primaire, quoi, de qu'est-ce qui me touche et qu'est-ce qui me traverse. Et voilà, donc il y a vraiment là-dessus quelque chose qui m'a marqué et qui décale vraiment complètement de la figure activiste comme on peut l'avoir résumée dans des fictions, quoi, très, très centrées sur un aspect spectaculaire. Pardon, je vais juste répondre à la question aussi, mais la question, est-ce qu'un activiste est satisfait de la manière avec laquelle il est représenté dans les fictions en tant qu'activiste ? Forcément, la réponse sera non. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme si vous demandiez, je sais pas, un prof, s'il trouve qu'il est bien représenté dans les fictions, il va vous dire non, ou un pompier, ou n'importe quel métier, ou n'importe quelle vocation. Je pense qu'il vous dira non, c'est toujours caricatural, parce que ça l'est toujours un peu, c'est vrai. Mais ce qui est important, je trouve, c'est que il y a malgré tout, alors il y a des trucs qui sont complètement caricaturaux, mais qui le sont volontairement, qui sont dans l'humour ou dans le burlesque. Enfin, dans le milieu écolo, on a tous vu Problemos et on a tous beaucoup rigolé en voyant Problemos. Mais à la limite, bon, voilà, c'est très décalé, donc ça fait rire et c'est très bien. Après, ce qui est important,
nous, on est souvent sollicités à Greenpeace pour être partenaire d'un film, pour la sortie, parce que forcément, on va donner un coup de projecteur si on en parle à nos sympathisants ou adhérents. La distribution, on va se dire qu'on va aider à remplir les salles et tout. C'est plus compliqué que ça, mais souvent, en fait, nous, on dit non parce qu'on veut pas être. On dit rarement oui parce qu'on veut pas être marqué par un film justement qui va penser raconter ce qu'on fait, et en fait on est un peu en décalage. Ce qui est important, c'est que le message passe, le message de fond. Moi, ce qui m'intéresse dans un film ou dans une narration autour de l'activisme, c'est plus quel message de fond on va passer que la représentation juste de l'activiste en tant que personnage. Parce que comme tu viens de le dire, les activistes aujourd'hui, c'est très divers, c'est fini l'activiste des années 80-90 qui était ce personnage un peu en marge de la société et tout ça. Comme tu l'as dit, nous, dans les activistes Greenpeace, il y a des gens qui travaillent dans la banque, il y a des gens qui travaillent dans tous les secteurs, il y a des gens de tous âges, il y a des gens qui ont des profils socio-économiques très différents, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, des gens qui sont très précaires, parce que la cause a pris part un peu partout dans toutes les couches de la société, et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, quelles que soient leurs conditions, leurs origines, se sentent investis et l'envie d'aller dans ce type d'action. Donc voilà, donc c'est vraiment est-ce qu'on parle correctement du fond? Est-ce que le film a pu faire passer un message intéressant? Est-ce que, voilà, si les personnages sont un peu caricaturaux, en fin de compte, c'est pas bien grave. En tout cas, nous, on s'offusque pas de ça, quoi. Voilà. Non, je voulais savoir si à l'inverse, vous aviez des références ou des exemples de films ou de séries plus ou moins récentes dans lesquels, au contraire, vous trouvez qu'ils sont très bien représentés, que l'activisme est bien représenté et que c'est sur ce modèle-là qu'il faudrait le faire. Et pourquoi? Et à l'inverse, c'est quoi le pire du pire pour vous? Est-ce que c'est dans ce qui a été fait les dernières années qui est vraiment limite, qui est contre-productif? Dans des exemples précis. Je pense que Zone à défendre, c'est pas très bon en effet. Le film dont j'ai oublié le nom aussi de Tolenado Nakash, voilà, une année difficile, c'est pareil, c'est quand même très caricatural aussi. Et en plus, comme c'est un film très grand public et tout ça, pour le coup, je suis pas sûr que ça fasse vraiment beaucoup de bien au mouvement écolo. Enfin, moi, on m'en a parlé plein de fois en disant c'est vous ça? Bah non, c'est pas nous, mais enfin, voilà. Après, moi, j'ai vu récemment. Franchement, je me jette pas sur tous les films qui parlent de l'activisme écologique non plus. Hein. Je me dis pas le soir en rentrant, tiens, je vais me faire un film sur l'activisme écologique. Au bout d'un moment, faut penser à autre chose aussi. Mais non, j'ai vu récemment Sabotage, qui est le film, enfin l'adaptation, merci, de ce livre, Comment saboter un pipeline. Et je trouvais que c'était pas mal. Voilà. Je ne sais pas si tu l'as vu ou si vous l'avez vu, mais je trouvais que c'était pas mal parce que, bien sûr, c'est pareil, c'est caricature dans le sens où ils ont pris un peu quelques personnages qui sont tous très différents, tous très marqués et tout ça. Mais en vrai, dans les raisons la diversité des raisons qui les poussent à un moment donné à se questionner sur la radicalité en action, est-ce qu'on peut aller plus loin que ce qu'on fait habituellement et tout ça. Voilà, je trouvais que c'était pas trop mal fichu. Voilà. Après, c'est un peu tourné comme un film d'action aussi, mais bon, je comprends qu'il faut aussi un truc qui soit stimulant pour les spectateurs. Mais voilà, dans les parcours, les questionnements qu'ils ont, je me souviens qu'ils se marrent à un moment comme des baleines à la veille de leur action de sabotage en disant mais même Jésus était terroriste. Enfin voilà, et pour le coup, ça se passe vraiment comme ça. Enfin, il y a des moments de grande gravité dans la préparation d'une action ou le déroulement d'une action, et puis des moments où tu as besoin aussi de souffler, de décompenser, et de rigoler, de te marrer, de plaisanter, de blaguer, même si tu sais que tu vas faire un truc un peu risqué. Alors après, sur le fond, voilà, on pourrait discuter du sabotage et tout ça, hein, mais en tout cas, sur la narration, je trouvais que celui-là était plutôt pas mal. Oui, c'est marrant, on en discutait juste avant en disant que ça, c'était un de ceux où moi, j'étais allée un peu à reculons et je m'étais dit, en fait, ça pose en tout cas des nuances, ça montre différentes choses, ce qui est un peu rare, ça montre différents intérêts, différents pourquoi, du comment, différents profils, et ça c'était quand même un peu rare. Avant de passer la parole à mon camarade, moi je me souviens d'un film vraiment qui m'avait choqué, un film d'animation, je me souviens plus du nom, sur les forêts là, sur le sauvetage de forêts, je sais pas si vous voyez, un peu style Ma vie de courgette, Sauvage. Moi, Sauvage, je suis ressortie, je pense, j'étais énervée pendant 4 jours. J'étais vraiment, je pense, ça m'a révoltée. Je pense le fond et le message du film, c'était vraiment infâme, quoi. C'est quand même une petite fille où son père, il se fait tuer par les investisseurs de la forêt, par les gens qui exploitent la forêt. Et à la fin, elle veut se venger. Et la morale du film, c'est mal. Et en fait, elle réussit à faire une révolution en filmant sur TikTok la forêt, quoi. C'est que c'est vraiment ça le truc, quoi. Enfin, et le dernier quart d'heure, il est infâme, et le dossier aussi qui va avec, il est infâme. Et il y avait plein de scolaires avec moi. Je me suis dit, mon Dieu, mais quelle horreur, quoi. Voilà. Ça, franchement.
Oui, pour répondre à la question, je te rejoins sur sabotage. Pour plusieurs raisons, quoi. Je pense, moi, j'ai pas répété ce que tu as dit sur la pluralité un peu des profils, mais il y a quand même aussi une volonté, en tout cas, de montrer à travers même la narration et comment c'est construit en termes de plans, de cassures, et de montrer qu'en tout cas que c'est une aventure collective, qu'il n'y a pas vraiment de chef et qu'il y a une sorte d'originalité qui est assez intéressante là-dedans, une pluralité qui est assez finement menée avec des traits psychologiques, mais qui vont pas très loin, mais qui suffisent. J'ai trouvé assez bien dosé. Il y a quand même des écueils, le côté sacrificiel, bon voilà, le côté sensationnel, mais ça reste un blockbuster et c'est annoncé comme tel. Moi, je trouve ça ok en vrai quand on annonce qu'on fait un blockbuster et qu'on tombe dans la recette du blockbuster. Mais là, il y a quand même en effet des petites ficelles qui font qu'on arrive à décentrer certains écueils. Voilà, sur ce qui amène les gens à passer un cap en termes d'action. Là, c'est assez fin. Ils ont tous chacun leur raison, mais tous amenés par une sorte d'urgence, une réalité qui les mène à vouloir passer un cap à travers d'être face à des murs, d'avoir essayé des choses, mais sans y arriver, d'être chez soi et d'être acculé par des multinationales. Enfin, ils ont tous leur regard qui les pousse à agir et à se mettre en mouvement. Ça, je trouve ça assez intéressant. Et la rencontre se fait assez bien, je trouve, des personnages. Le côté action pure, au final, c'est assez finement mené. Enfin, ça va pas très loin en termes de sensationnel. Il y a 2 explosions, ça s'arrête là, une arrestation à la fin. Et il y a ce petit côté sacrificiel qui interroge toujours, mais qui est aussi un écueil récurrent, y compris dans le monde militant. Pour boucler un peu avec ça, moi je travaille en tant que photographe souvent, parce que j'aime bien travailler sur mes sujets, sur les préjugés. Je vais dans le Nord, je me dis briques rouges, alcoolisme, vote FN. Hein, voilà, je cumule comme ça, je me fais une liste. Allez, j'envoie tous les préjugés possibles et imaginables. Il y a un peu ce truc-là que j'aime aussi faire quand je travaille sur des figures. Et sur le militantisme, il y a quand même très souvent dans les films, si je prends ma liste d'écueils, vraiment, il y a quand même 9 fois sur 10, les écueils, on a l'impression qu'ils ne sont pas tellement travaillés, quoi. Et du coup, typiquement dans ce film-là, je trouvais que c'est plutôt assez bien mené, quoi. Le côté de la répression, la surveillance, tout ça, il y a des petits trucs, mais c'est pas non plus, il n'y a pas un focus. Il n'y a pas d'histoire d'amour. Vous voyez, souvent, il y a une histoire d'amour qui enveloppe tout le récit du début à la fin et on a besoin de ça pour qu'il y ait un film. Et du coup, ça va diluer tout le propos politique ou le propos, en tout cas, la moelle un peu du film dans Zone Défendre. C'est bon, voilà. Voilà, il y a des écueils dans l'activisme. Bon, j'en ai quelques-uns, mais entre le marginal, l'adolescent, le policier héros, le zadiste, le black bloc, l'activiste pathos traumatisé, vous voyez, la figure du chef, l'amour qui dépolitise du coup tout le récit, le militant blanc, voilà, le côté vraiment lutte qui s'invente et qui fait fi de tout passé, de toute histoire des luttes. Enfin, voilà, il y a plein d'écueils comme ça qu'on retrouve dans plein de films et que je trouve vraiment intéressant de détricoter, de travailler. Moi, j'aime bien les pousser au maximum, ces caricatures, les faire parler, les faire transpirer, vraiment, faire la caricature maximum. Et après, voir quand je fais une image, qu'est-ce qu'elle raconte, dans quoi je tombe. Et ensuite, dans mon récit, comment je peux déconstruire, retravailler, faire un pied de côté. Je travaille beaucoup à base d'entretien aussi. Bon, je pense que vous faites aussi ça, mais beaucoup d'entretien et voir voilà, comment je me décale, comment je trouve des moyens de me décaler pour construire un récit. Mais c'est vrai que voilà, dans ce film-là, je trouvais que c'était assez fin, avec peu de choses. Il y a des petites ficelles qui font qu'on décale naturellement le point de vue. En même temps, si je peux juste compléter rapidement, en même temps, ce qui n'est pas facile non plus dans une narration, c'est que tout ce que tu viens de dire là comme préjugé, en vrai, c'est des trucs qui existent quand même. Donc c'est ça qui est compliqué, j'imagine, dans un scénario à construire, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, mais en même temps, militant blanc, le chef, les activistes qui couchent ensemble, tout ça, ça existe vraiment, quoi. Donc aussi dans une. et les briques rouges dans le Nord. Non, je parlais pas du Nord. Je parlais de l'activisme écologique. Et moi, j'avais un autre exemple d'un film qui m'est revenu quand je t'entendais discuter de sabotage. C'est un film qui s'appelle Night Moves, je crois, qui était sur un activiste qui fait sauter un barrage. Et puis il y a un mort, en fait, pas voulu, bien sûr, mais en fait, il se rend pas compte. Je crois que c'est un pêcheur. Je sais plus. Je l'ai vu il y a une dizaine d'années. Et je trouvais qu'il était pas mal aussi parce que le personnage, c'est un peu l'anti-héros, quoi. Il est très solitaire, très dans la retenue, enfin justement, c'est pas du tout le profil du chef leader charismatique qui va entraîner les autres. Il fait son truc tout seul dans son coin. On se demande pourquoi. Il a un truc très intérieur et tout. Et je trouvais que c'était assez juste sur le cheminement quand on le voit, de se dire il faut que j'aille plus loin, il faut que je trouve autre chose, quoi. Voilà. Après il se fait dépasser par le truc, puis ça finit quoi, là aussi dans un film un peu d'action avec une arrestation et tout, mais je trouvais que
sa montée en progression qui l'amène à un moment donné à se dire il faut que j'aille plus loin, il faut que j'aille faire sauter ce barrage, était intéressante. Quoi. Juste, je me permets une petite réponse assez courte. Moi, en effet, ces images existent, quoi, et voilà, il y a des figures caricaturales qui existent. Mais ce qui m'intéresse quand je déroule ces caricatures, c'est de voir quel effet elles vont produire dans mon récit, en gros. Typiquement, je sais pas, la figure de l'adolescent, ça va produire clairement un effet en gros, il faut que jeunesse se passe. Vous voyez, on va infantiliser la lutte, on est dans l'impulsion, l'idéalisme. Le zadiste, voilà, ça va être plus du folklore, une image de fumeur de roulé, de désorganisé, je sais pas, un truc comme ça. Donc, refus du progrès. Donc là, on va vraiment être un truc folkloriste, folklorique. L'activiste pathos, voilà, qui est malade, pour moi, ça va vraiment être l'effet, ça va être que l'activiste agit parce qu'il va mal et non pas parce que le monde va mal. Vous voyez, et du coup, tout ça a des effets sur le public. L'image qu'on construit, elle va avoir des effets clairement sur la lecture de notre récit. Moi, enfin, dans mon récit, c'est ce que je m'en fais. L'image du chef, du coup, pareil, ça va nuire à une identification, ça va être repoussoir, ça va nourrir des formes sociales néfastes. L'image du militant blanc, pareil, d'avoir que des gens blancs représentés, ça va amener des choses. Voilà, et ça crée des effets. Moi, c'est pas tellement d'éviter ces images, mais de qu'est-ce qu'elles vont amener comme effet sur mon lectorat, dans mon récit, et comment est-ce que je fais mon récit pour pouvoir décaler et pas me limiter à ça, et pas que la lecture, elle se limite à ça. Moi, j'ai l'impression que la question se pose. Là, je parle à des professionnels qui connaissent un peu les codes de nos métiers, que la question se pose de manière un peu différente au cinéma et en fiction télé sur la représentation, et pas seulement des activistes, mais aussi même simplement des militants. Pratiquement toutes les figures de personnages militants que j'ai vues dans des fictions françaises, il y a très peu d'exceptions. En tout cas, pour des personnages d'après 1946, parce que évidemment, si c'est Dreyfus, on est OK. Mais les militants sont tous bornés, agressifs, incapables d'écouter. C'est des gens qui sont déconnectés de la réalité et finalement qui fonctionnent en boucle. Et ça m'a toujours frappé parce que je me disais, mais moi, je connais beaucoup de militants, il y en a des bornés. Il y a beaucoup de gens curieux. Il y a beaucoup de gens qui, au contraire, ont une espèce d'élan vers la réalité qui est vraiment impressionnant à voir et qui sont des gens qui vont partout, qui s'intéressent à tout. Et je trouvais que la représentation des militants à la télévision, en particulier, est extrêmement sombre, assez loin de la réalité. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Je pense que ça reflète très exactement l'image des militants qu'on a chez les diffuseurs. Et donc, je me dis souvent qu'on devrait résister à ce désir qu'ont nos j'allais dire patrons, c'est pas nos patrons, mais enfin, vous savez comment on travaille avec eux, de cette envie, en tout cas, que tout discours militant soit à la rigueur suggéré, mais en tout cas jamais dit. J'ai juste une question. Tu disais que tu faisais des projets un peu foutage de gueule de Zone à défendre. Parce que ça devait être fun. Mais je me demande de quoi vous rigoliez exactement. Est-ce que c'était le côté caricatural des persos, des décors, etc. Ou est-ce que l'histoire également vous dérangeait un peu, justement, cette histoire un peu avec le flic infiltré, la mise en avant de ce personnage de policier. Enfin, c'était quoi l'objet de vos rigolades? Il y a tellement d'objets de rigolade, en vrai. Non, mais je pense qu'il y a ce truc un peu caricatural du truc du flic infiltré. On a l'impression quand même que c'est un récit qui revient quand même assez souvent dans ce genre d'histoire. Et en plus, là, du flic infiltré qui couche avec une meuf à dread. Enfin, genre, vraiment, il y avait un truc quand même un peu lourdeau comme ça, mais qui s'assumait en même temps d'une manière. Et à la fois, je pense que ce qui nous a fait marrer, c'est ce côté extrêmement lourdeau avec un truc de réalisme extrêmement fort, où en fait les images là qu'on voit de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes dans le film, enfin, ces gens ils y ont passé du temps en vrai, quoi. Les bâtiments c'est exactement les mêmes, les bibliothèques c'est exactement à l'étagère près, c'est la même chose. Du coup il y avait un espèce de décalage énorme entre une espèce de volonté de représenter notre réalité à l'étagère près, au livre près, et avec par contre des récits qui sont complètement absurdes, où en fait on revient ou alors sur vous n'avez pas su ce qui s'était passé juste à côté alors, de chez vous. Non, mais c'est inspiré d'une vraie histoire, de l'histoire de Mark Kennedy d'ailleurs. Enfin, c'est inspiré d'une vraie histoire en fait. Enfin, ça on voit, mais il y a quand même ce truc. Moi, je pense que c'est ce truc de borné et jusqu'au boutiste et qui sait pas s'arrêter. Enfin, je pense l'image qui est là, qui est vraiment un peu néfaste, quoi. Enfin, en tout cas, qui en fait des personnages sans nuance ou
ou sans analyse, quoi. Il n'y a pas de personnages curieux, joyeux, qui se questionnent sur ce qui est en train de se passer. Il n'y en a pas un qui lâche l'action avant parce qu'il dit attendez, c'est une mauvaise idée peut-être. Non, ça va toujours. Et évidemment, parce qu'en fait, quand on est dans les enjeux de scénario, il faut du conflit. En fait, il faut qu'il y ait du rebondissement. Ou quelqu'un qui recule parce qu'il a peur. Oui, ou parce qu'il a peur. En fait, ça, il y a rarement quand même ce truc-là. Là, on est quand même dans des trucs jusqu'au boutiste. Mais du coup, je pense que ce qui nous faisait rire, c'était cette espèce de grand écart entre un espèce de récit extrême extrême qui s'est déjà passé, mais extrême quand même là dans la représentation, et à côté ce truc d'un volonté de réalisme, et jusqu'aux engins de chantier, aux machins, etc. Un espèce de truc où on sentait que les gens ils avaient bossé carré, quoi, et à la fois avec un espèce de truc d'histoire d'amour autour qui en fait c'est aussi où les enjeux politiques n'existaient plus, quoi. Les enjeux politiques n'existaient plus. Il y avait aussi ça, quoi. C'était un peu gênant. Voilà. Dans les choses qu'on voit pas. Pardon, tu levais la main ? Non, mais sinon je la garde. Pardon, okay. Non, justement, c'était pour pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux diffuseurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que très honnêtement, je pense qu'on est très nombreux à avoir ce problème-là. Pour prendre mon exemple personnel, moi je viens du journalisme, j'ai fait 15 ans de journalisme. Et dont mes dernières années de métier étaient consacrées beaucoup à l'environnement et à l'écologie. J'ai arrêté parce que je me faisais traiter de militante. J'ai couvert les bassines, notamment, beaucoup. Donc je connais le sujet par cœur. Là, je suis sur un projet de long métrage où j'essaye de mettre en fiction une enquête que j'ai menée pendant 3 ans dans le milieu environnemental. Et j'ai commencé à le pitcher à des producteurs que je connais, que j'ai fréquentés quand je faisais du documentaire et du journalisme. Et à chaque fois, je fais lever les yeux au ciel aux producteurs. Ils me disent « Oh là là, mais Anis, je t'arrête tout de suite. Si tu veux faire de l'écologie, il faut que tu fasses ou de la science-fiction ou de l'action, comme vous disiez tout à l'heure, à l'américaine, quoi. » Je dis « Mais je ne veux pas faire ça. » Et quand on va dans les masterclass, dans les festivals, et je pense à La Rochelle l'année dernière, on a quand même des diffuseurs qui nous disent « Faites de l'écologie, mais oui, faites-nous des films écologiques. » Et quand on leur demande des exemples concrets, ils nous disent « Mais par exemple, ça c'est une anecdote véridique, ce que je vous raconte, c'est dans Sex Education, les jeunes, ils vont à l'école à vélo. Ça c'est l'écologie, c'est bien. Faites-nous ça. » Voilà. Et en fait, du coup, il y a un gap entre ce que nous, on veut faire, ce que potentiellement on peut faire en termes d'écriture et de ce qu'on veut faire. Et après, c'est des histoires de connaissances. Et ce que attendent véritablement les diffuseurs, et sur lequel, là, on n'a pas de levier. Enfin, personnellement, je ne vois pas. Donc, s'il y en a qui ont des idées, je prends. Non, pardon, je voulais juste réagir parce que ça me faisait penser à 2-3 trucs. Nous, on voit ça aussi dans les médias, parce que vous disiez que vous veniez du journalisme. En ce moment, on est très inquiet de la couverture par les médias des questions environnementales et écologiques. Et tous les ans, moi ça va faire 13 ans que je suis chez Greenpeace, tous les ans, on a l'impression qu'il faut monter au créneau dans cette période-là, un peu d'établissement des grilles des médias ou des programmes des médias qui vont démarrer en septembre et tout, pour aller sauver les émissions qui sont les bonnes, quoi. Et là, c'est la Terre au carré qui est menacée sur France Inter avec une réduction de son temps. Du coup, c'est aussi des médias qu'on connaît moins, mais qui sont hyper importants sur le traitement des questions environnementales, notamment Vert ou Reporter, qui sont des pure players, qui bénéficiaient en tout cas jusque-là de l'exposition aux médias qu'ils avaient dans les chroniques sur la Terre au carré, et tout ça, ça va être sucré. L'an dernier, c'était Planète Bleue sur France Bleu. Enfin, tous les ans, on a l'impression qu'il y a des émissions comme ça qui disparaissent. Là, on va faire un truc aussi sur France Inter ou France Info, Secret d'info, parce que pareil, c'est menacé aussi, alors que c'est une émission qui a fait, pour le coup, des enquêtes au long cours sur des questions environnementales, liées aux pesticides, liées à tout un tas de sujets et tout. Et c'est vrai que tous les ans, on se dit, c'est quand même fou, quoi. Ça progresse pas, ou très très peu dans ce domaine-là. Alors je sais pas, moi je connais moins le domaine de la production audiovisuelle et tout ça, mais en tout cas, côté médias, c'est vrai que dès qu'on monte dans la hiérarchie, on a l'impression que ça vient pas, quoi, que c'est encore considéré comme un sujet qui est une variable d'ajustement, quoi. C'est vraiment ça, et c'est inquiétant. Ouais. Je sais pas comment on peut aider, nous, là-dessus.
Moi, je pense que c'est pas une variable d'ajustement, c'est une volonté politique. C'est-à-dire que pourquoi sabotage, c'est bien. Ça a été fait sur des fonds strictement privés et pas de l'argent du cinéma. Night Move, c'était il y a 10 ans, c'était plus ouvert. Et en plus, ça se finit mal, donc c'est acceptable. Et Zone à défendre, c'est produit par Disney, donc c'est normal que ça soit totalement dépolitisé. Et en fait, les seules choses qui réussissent à passer la rampe, c'est des choses comme le film de Pariser, Alice et le maire, où l'activiste écolo, c'est une folle dingue. Enfin, il y a une manière de disqualifier tous les combats réellement politiques de la chose. Donc, c'est pas du tout un truc de désintérêt ou quoi que ce soit. C'est un truc de volonté politique. Il ne faut pas laisser émerger ça. Et donc, c'est une question de rapport de force, je pense, à laquelle on doit réfléchir activement pour faire avancer des fictions qui disent vraiment quelque chose. Enfin, je crois pas que les désirs des uns et des autres soient en jeu, en fait. Enfin, ici, en tout cas. Merci. Bonjour. Moi, je suis le mouvement des Soulèvements de la Terre depuis un petit moment et j'ai une question particulièrement. Alors, je ne me souviens pas de votre prénom. Voilà, moi, j'ai lu votre bouquin, Première secousse, tout ça. Et c'est par rapport aux méga-bassines. C'est une question assez précise, en fait. C'est plutôt pour savoir comment vous faites quand vous faites une action, comme vous parlez de désarmement. Moi, j'aime beaucoup le terme de désarmement, comme les cimenteries Lafarge. Sur une méga-bassine, par exemple, pour démonter une pompe. Non, mais parce que comme vous êtes là, j'en profite. Savoir comment on fait pour organiser, pour faire un comité pour monter une action comme ça, combien de temps ça prend, qui est d'accord pour faire ça, pour aller au front, prendre les meuleuses, tout ça, et y aller. Et après, voilà, dans le concret, voilà, ça m'intéresse beaucoup. Parce que Il faut des bonnes Makita. Je sais pas si vous voyez Makita, c'est vraiment super comme marque. non, mais Ouais, sur le montage de l'action, du coup, quoi. En gros, comment on... oui, pour savoir, par exemple, comment vous savez où elle est, la pompe. Ah, d'accord. Parce que quand même, il faut... Bah, en fait, ça c'est prend que... beaucoup de temps, non ? Ouais, mais comme quand on fait plein de choses dans la vie, on fait du repérage et on se prépare en avance. J'ai l'impression que... Enfin, là, je vais parler pour tous les types d'activisme. Enfin, franchement, tous les gens, des trucs comme ça aux trucs comme ça, enfin, ou comme ça. Enfin, il y a tout. En tout cas, les gens, il y a en tout cas un temps très 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 long de repérage, quoi. Il y a un temps très très long de repérage pour savoir où sont les choses, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable, en fait, quel matériel il faut, est-ce qu'en fait les gens ils vont se sentir de le faire, est-ce qu'en fait on va abandonner au dernier moment et en fait on va essayer de mettre les conditions pour ça. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est un travail de repérage et un travail de en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre toutes les hypothèses possibles sur la table par rapport à la cible qu'on a. En fait, il y a un truc de se dire, qu'est-ce que c'est la cible ? La cible, c'est les bassines. Qu'est-ce que c'est qu'on cherche à faire ? C'est qu'en fait, il n'y ait plus des nouvelles bassines qui soient construites ou c'est de détruire les bassines préexistantes ? C'est que déjà deux choses différentes en termes de ce qu'on va faire en termes d'action. Et du coup, à partir de là et à partir en fait du tissu local, à partir des forces en présence, c'est de se dire, ok, du coup, c'est quelle modalité qu'on fait par rapport à tous les repérages et les hypothèses qu'on a fait. Et à partir de là, en fait, c'est choisir un scénario et essayer de le déplier tout en gardant assez de recul à chaque instant pour se dire qu'il faut peut-être rebasculer pour l'autre scénario, quoi. Mais très concrètement, c'est un truc de repérage très 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 approfondi et de gens qui connaissent très très bien leur territoire depuis très longtemps. Notamment, je pense, il y a plein d'endroits où en fait c'est des gens du coin en fait qui savent comment ça marche tel truc, qui savent qu'en fait telle entreprise en fait c'est le fils de machin et ça dit pas son nom, mais en fait c'est lui qui est propriétaire de tel truc. En fait, souvent c'est, je sais pas, c'est des infos, quoi. Il y a un peu d'un truc de tuyau partout, de tuyaux. Je fais une blague. C'est bien, ça va me faire une transition. Effectivement, quand on doit faire des actions ou même simplement quand on doit s'informer, souvent c'est carrément chez l'adversaire aussi qu'on récupère les infos. Parce que dans des grandes entreprises, parce que dans des administrations, parce que dans des partis, il y a des moments, il y a des gens qui arrivent à la limite de ce qu'ils trouvent supportable. Et d'une certaine manière, ils ont envie alors pas forcément de perdre leur job, mais en tout cas que ça avance par d'autres moyens. Et moi, j'ai vu à Act Up un certain nombre de fois des gens qui travaillaient dans des laboratoires pharmaceutiques nous donner des données confidentielles qui nous permettaient de dire aujourd'hui, tel laboratoire nous prétend qu'il n'a pas plus de 50 traitements à donner en compassionnel. En réalité, ils ont des stocks pour 400 personnes. C'est une information qu'on ne peut pas donner à un journaliste si on n'en est pas sûr à 100%. L'information venait évidemment de l'intérieur. Donc ma question,
c'est toute cette partie aussi qu'on ne voit pas, qui est plus de l'ordre du relationnel, du lobbying, aussi bien avec les politiques d'ailleurs, qui parfois affichent certaines positions, puis en fait quand on les voit dans les couloirs ou dans des trucs, ils vous disent autre chose. Voilà, vous, en termes de relation, on va dire, avec la partie adverse, qu'est-ce que vous vivez ? Ça dépend des parties adverses. En général, on est rapidement... Enfin, dès lors que... Tout à l'heure, je prenais l'exemple de Total Energy. En vrai, j'ai raccourci un peu l'histoire, mais Total Energy, moi, j'ai réussi à les rencontrer en tout et pour tout une seule fois. Et c'était au tout début, parce qu'en fait, on voulait leur demander d'arrêter un projet de forage pétrolier au large de la Guyane et de l'embouchure de l'Amazone dans les eaux brésiliennes. Et en fait, c'est la seule fois où ils ont accepté de nous recevoir, parce qu'après, ils ne voulaient plus, et après, on rentre dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la confrontation, et c'est fini. Les portes se ferment, et on ne se parle plus. Donc les relations avec la partie adverse, elles sont compliquées. Nous, on a des relations qui sont particulièrement tendues avec le gouvernement français. Alors ça tient à plein de choses, hein. On va bientôt célébrer les 40 ans du sabotage du Rainbow Warrior par l'État français, donc je pense que c'est quelque chose qui a marqué fortement l'histoire de Greenpeace, particulièrement en France. Mais c'est vrai qu'on a des relations tendues avec le gouvernement français parce qu'on n'est jamais d'accord, et puis il y a un vrai gros sujet qui est compliqué à discuter avec le gouvernement français, les gouvernements français quels qu'ils soient, c'est la question du nucléaire. Nous, on reste une organisation très opposée à l'utilisation de l'énergie nucléaire. Et en France, c'est vraiment un sujet costaud, quoi. C'est pas un sujet tabou, mais c'est un sujet lourd, c'est un sujet fort, c'est un sujet d'État. Enfin voilà, c'est un sujet régalien. Et dès qu'on est avec des ministres et qu'on leur demande moins de nucléaire, c'est compliqué. Là, en ce moment, notre ministre de prédilection, on va dire ça comme ça, c'est Agnès Pannier-Runacher. Tant qu'on lui parle des océans, encore ça va bien. On peut discuter. Dès qu'on parle des questions énergétiques, c'est fini. Elle veut plus nous voir. Mais elle nous l'a dit, elle veut plus nous voir. Donc, on la voit plus. C'est pas grave. Mais donc c'est parfois compliqué. Après, ça n'empêche pas de récupérer des informations. Vous parliez des informations qui nous permettent de travailler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont de plus en plus sensibilisés à ces enjeux-là et qui ont envie de faire savoir, qui ont envie de communiquer des choses. Après, le monde a changé aussi. Aujourd'hui, c'est même sans avoir de lanceur d'alerte en interne au sein d'une société ou au sein d'une administration, on a quand même accès à beaucoup d'informations aujourd'hui en cherchant bien. Donc même sans avoir des gens qui nous viennent nous l'apporter sur un plateau d'argent dans nos locaux, on arrive à trouver des choses. Enfin, on a, nous, une équipe qui travaille sur des investigations comme ça, en fouillant bien, en prenant le temps, en cherchant bien, en y passant du temps. Un peu comme un travail de journaliste d'investigation, on arrive quand même à trouver beaucoup de choses intéressantes, quoi. Et nous, on a aussi des groupes enquêtes, en fait. C'est ça que j'ai pas dit tout à l'heure. On a des groupes enquêtes sur un peu sur tous les domaines qu'on a, et du coup, qui cherchent aussi ça. Et on a aussi Internet. C'est vraiment magique, en tout cas, pour pas mal de choses. Il y a quand même beaucoup d'infos dessus. Je sais pas si toi, tu voulais répondre sur le truc de l'adversité. Oui, moi j'ai suivi des groupes enquêtes. En effet, il y a quand même une force d'enquête avec des profils très différents, notamment là sur les bassines. Je voulais revenir un peu là-dessus. Là, tu vois, dans la réponse qui est faite, on parle de cibles, de comment aller découper une bassine, tout ça. En vrai, au préalable de tout ça, il y a une lutte qui a 10 ans d'expérience, qui a passé des caps multiples et variés, avec des gens qui sont allés boucher des tuyaux d'abord il y a des dizaines d'années, qui ont essayé de faire des mares, de reconstituer des espaces, et des gens qui ont vu leur milieu vraiment s'assécher avec l'agriculture, et qui ont cherché juste des infos, et qui connaissent le territoire parce que c'est un milieu agricole, parce qu'ils vivent là, parce que leurs grands-parents vivaient là, et en fait ils savent où sont les tuyaux, ils connaissent le tissu. Et du coup, quand sur tout un bassin comme ça, les habitants sont impactés de manière vraiment globale, quand un agriculteur parle avec quelqu'un qui est à la mairie, avec un gendarme qui va peut-être aussi lui aussi être touché, avec quelqu'un qui est prof, avec quelqu'un qui... enfin voilà, ça crée un réseau qui vraiment... Il y a une synergie, moi, qui m'a marqué dans tout ça. Et quand cette synergie, elle est en place, comme c'est le cas actuellement sur des luttes vraiment monumentales comme celle de l'eau, comme celle de la 69 ou autre, quand il y a des territoires entiers qui sont impactés, la synergie naturelle entre les gens, elle crée une expertise qui est redoutable, vraiment redoutable. Et là, il y a une force d'action qui fait qu'on n'est pas sur des militants qui vont chercher une cible pour opérer de nuit. Non, en vrai, on a des gens qui vont inventer des dingueries, qui vont se dire « Ah, mais en fait, ça on l'a fait, maintenant... il y a la police, comment est-ce qu'on fait pour passer au-dessus des flics ? En fait, on pourrait jeter des trucs dans les bassines, et au bout d'un moment, en fait, ça fait des cerfs-volants qui balancent des lentilles dans les bassines.
en passant par-dessus les flics, mais on se croirait vraiment dans des fictions, mais parce que les gens, ils ont imaginé qu'il y a un imaginaire qui est débridé et qu'il y a une pluralité des angles. Ensuite, vraiment, pour savoir comment découper une bassine, tout ça, bon, en vrai, c'est purement technique, mais l'expertise, pour moi, elle est pas là, quoi. Elle est aujourd'hui dans une pluralité qui fait aussi écho à une nécessité d'agir et qui fait que l'activisme n'est pas un milieu, une bulle, quoi. Pour moi, aujourd'hui, dans ce que je vois sur le territoire en France, et notamment pour une certaine génération, il y a un horizon qui est complètement bouché. Et l'activisme, tout à l'heure, quand on est arrivé, on m'a dit « Ah, c'est vous les activistes ». Quand je dis ça à des jeunes, je pense qu'ils me rigoleraient au nez, quoi. Pour eux, c'est juste une nécessité de se dire, en fait, non, en fait, on se bouge parce que juste, nous, dans 20 ans, l'horizon, il est bouché. Du coup, c'est pas de l'activisme, c'est on se remue et on trouve moyen de se battre contre ceux qui assèchent notre marais, contre ceux qui vont construire une autoroute, contre celles qui vont défoncer une montagne et assécher la montagne. Enfin voilà, des réactions vraiment concrètes qui naissent d'un réel tissu et d'une synergie, pour moi, qui fait la force, en tout cas, du mouvement des soulèvements. Et vraiment, la composition de ce mouvement et le fait d'accepter qu'il y ait une pluralité des modes opératoires, comme ce qui a été dit au début, où la violence n'est pas pensée comme la violence, mais il y a une pluralité d'actions et la violence n'est pas du côté, pour moi en tout cas, des gens qui se défendent le désarmement. Dans ce que tu as dit, ça porte vraiment ce concept. Voilà, pour moi, il y a une particularité qui fait que l'expertise, elle est vraiment collective et que la pluralité vraiment donne quelque chose, une synergie qui donne toute sa force au mouvement et à l'activisme aujourd'hui. Alors, je saute dans la conversation. Vous avez beaucoup de questions, beaucoup de succès. Du coup, je propose que pour que tout le monde puisse poser ses questions, dorénavant, il n'y en ait qu'un de vous trois qui répondent si c'est possible, parce que sinon, tout le monde n'aura pas le temps de passer et tout le monde les gens vont être super frustrés. Voilà. Vas-y, Jimmy. Bonjour, donc je m'appelle Jimmy, je suis scénariste. Et moi, j'avais juste un partage d'expérience et je voulais avoir votre réaction par rapport à ça sur 2 écueils que j'ai rencontrés en travaillant sur un film sur la désobéissance civique auprès de Cédric Héroux. Je ne sais pas si vous voyez, enfin vous devez le connaître, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a aidé des migrants en fait, à la frontière italienne. Et en fait, ils ont voulu créer une sorte de délit de délit de solidarité en fait. Et donc il y a une lutte assez importante. Et avec mon co-auteur Stéphane Caz, on a voulu faire un film sur lui. Qu'on n'a pas réussi à faire pour plusieurs raisons qui seraient assez complexes à expliquer, mais qui sont plutôt d'ailleurs liées à lui et à la méfiance qu'il avait en fait, du fait qu'on fasse un film sur lui. Et en fait, les 2 écueils qu'on a rencontrés, c'est que quand on a commencé à travailler sur ce projet, au début, effectivement, on avait tendance un peu à en faire un Cédric Héroux parfait contre les méchants de la PAF, à en faire de grands antagonistes. Et en fait, on s'est aperçu que quand on faisait lire ça autour de nous, ça ne marchait pas trop et qu'en fait, au contraire, il fallait humaniser un peu les antagonistes. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que ça, c'est vraiment un partage de scénaristes, une prise de conscience qu'on a eue. C'est-à-dire que si notre antithèse est trop caricaturale, trop manichéenne, la thèse du film va l'être aussi. Et si le film est caricatural, il va être rejeté par les gens justement qu'on essaie de toucher. Et le deuxième écueil, donc on a rencontré des gens de la PAF, on a rencontré des riverains aussi en Italie qui voyaient débarquer des centaines de migrants du jour au lendemain et du coup qui ne se sentaient pas en insécurité. Et on a vraiment essayé d'aborder toutes les facettes, bien évidemment de Cédric et aussi de Roya Citoyenne dont on ne parle pas assez, mais qui est derrière de tous ces gens et nous on était déjà convaincus, donc c'était facile d'être de leur point de vue, mais du coup on a surtout essayé de comprendre tous ceux. Et surtout, c'est intéressant, les policiers de la PAF, de comprendre de leur point de vue comment ils vivent ça. C'est quoi leur logique, c'est quoi. Et là, je pense que le texte, il a monté en niveau, il était plus intéressant. Et le deuxième écueil, c'est effectivement de trop héroïser en fait, les gens qui font de la désobéissance civique, trop personnaliser, un peu comme la figure du super-héros. Une nouvelle séquence, on parle pas mal de nouveaux récits. Je trouve que le nouveau récit, c'est justement d'être moins individualiste, plus coopératif. Et du coup, on trouvait ça intéressant aussi de parler de Cédric Héroux, mais de montrer que lui, c'est un peu quelque part la figure émergente. Et donc voilà, donc la question que j'avais à vous poser par rapport à ça, c'était voilà, est-ce que ça vous parle ou pas justement de faire un film sur la désobéissance civique qui soit pas justement trop caricatural avec les méchants, enfin en tout cas de travailler sur l'aspect antagoniste pour le rendre plus réaliste, pour que justement le film soit plus percutant. Voilà. Et pour l'anecdote, il y a eu un documentaire qui s'est fait sur Cédric Héroux. Et quand je l'ai montré à
à mon beau-père de droite, chef d'entreprise, mais très impliqué sur l'écologie. Il a regardé 5 minutes et il a arrêté parce qu'il il se trouvait trop caricaturé dans sa position. Et donc il n'a pas regardé jusqu'au bout. Et c'est dommage. Donc voilà. Je suis désolé, j'étais un peu long. Je suis pas la meilleure personne pour dire qu'il faut faire des flics moins cons, je pense, mais je pense que je suis vraiment pas la meilleure personne pour répondre ça. Non, mais je pense qu'il y a un truc, oui, ce que tu dis, en tout cas, en termes de construction, il y a un truc logique, quoi. C'est qu'en fait, si tu fais tu as un antagoniste et un protagoniste, en fait, qui sont ultra marqués et ultra caricaturaux, tu vas catcher ni en fait l'un ni l'autre en fait dans les spectateurs, quoi. Il y a un truc où aucun des deux en fait va se sentir happé par un quelconque, et du coup tu vas louper quelque chose, et je pense que ça va en tout cas manquer de finesse à la construction, quoi. Je pense que là, les films dont on a cité avant, c'est ça, quoi. Quand on dit là le flic en civil, qui arrive dans le film, et puis la meuf blanc à dread dans Zone à défendre. En fait, il y a un truc où, genre, quand tu regardes le film, je pense que tu sois flic ou qu'en fait que tu sois une meuf blanc à dread, en fait, tu te dis c'est un peu insultant cette affaire, quoi. Et du coup, ça marche pas, en fait. S'il y avait un truc qui était à dire derrière, en fait, ça ne marche pas. Du coup, il y a un espèce d'entre-deux à jouer. Après, moi, pour le truc de nuancer les intérêts de la police aux frontières, j'avoue, je pense que je serais. Je sais pas si je serais sur ce terrain-là, mais c'est peut-être un autre débat. Voilà. Pour rebondir sur cette question de comment trouver l'entre-deux, en fait, moi j'ai l'impression qu'on est dans une dichotomie un peu irréconciliable et qui est probablement juste liée au fait qu'il faut vendre les projets qu'on écrit. Mais en fait, d'un côté, vous déplorez le fait que les représentations actuelles, elles sont hyper caricaturales, elles sont sensationnalistes, elles sont sacrificielles, etc. Et donc, qu'il y a un côté où on héroïse ou alors on caricature, on fait des trucs énormes à partir de l'activisme. Et en même temps, inversement, en tout cas de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a les vraies choses énormes ne sont pas représentées. La répression, on la voit pas, et même j'ai l'impression que, du coup, j'ai un projet où je parle de répression sur l'activisme, et en fait quand j'en parle aux gens, parce que je parle de vraie incarcération, etc., et j'ai l'impression que les gens en face sont très surpris et me disent ah mais c'est une dystopie ce que t'écris, et en fait je leur dis mais et Sainte-Soline et tout ce qui se passe en ce moment, et on parle d'écoterrorisme à tout va, ce qui n'est pas une notion légale mais dont ils se servent actuellement en justice, et avec toutes les comparutions immédiates, etc. Moi je trouve que c'est alarmant ce qui se passe en termes de répression, et en même temps on n'en parle pas, en même temps on peut pas vraiment en parler. Je sais pas comment réconcilier ça, que ça c'est quand même énorme. Est-ce que ce serait considéré comme sensationnaliste, et en même temps c'est... voilà, je sais pas si c'est vraiment une question, mais moi c'est quelque chose qui me questionne beaucoup. En fait, pour rebondir sur ce que tu dis et ce qui a été dit juste avant, on a un énorme problème, c'est l'acceptabilité de ce qu'on représente, et qui nous amène justement à chercher l'humanité partout, et notamment ce qui en soi est dramaturgiquement bien plus fort et bien plus intéressant, mais qui nous oblige aussi à occulter une partie de la vérité. Je veux dire, les vrais salauds existent, et le vrai cynisme existe, et l'absence totale d'empathie pour les autres existe. Et quand c'est un psychopathe, on le représente, mais quand c'est quelqu'un qui a une fonction sociale importante, par exemple, c'est irreprésentable. En tout cas, personne ne nous laissera aller sur ce chemin-là, et à tel point que ça a, à mon avis, totalement modelé même notre regard à nous. C'est-à-dire que quand on est devant une représentation de l'extrême cynisme ou de l'extrême absence d'empathie ou de l'absence totale de morale, nous-mêmes, on réagit de manière « oh là là, c'est lourd ». Et en fait, on se promène dans la rue et on entend brusquement quelqu'un qui parle et qui dit un truc hyper raciste, etc. Et on se dit « mais moi, dans la fiction française, je ne vois pas personne parler comme ça ». Et pourtant, là, je viens de l'entendre dans la rue. Et on a un énorme problème de fiction et d'écriture sur ces questions-là. Oui. J'avais envie quand même de comprendre quand même
animait, si ce n'est juste le pur truc du fric, quoi. Enfin, ça m'a un petit peu gêné en termes de, en tant que scénariste, en tant que spectatrice, c'est vrai. Donc on a une sorte Je marche pareil, mais ça m'embête. Je voulais faire très court sur la répression, du coup, pour répondre juste sur la répression, je vais essayer de faire très court. Je voulais réagir par rapport à ce que tu disais que c'est pas possible d'en parler. Moi, j'ai été victime d'une répression parce que j'ai couvert notamment l'intrusion et le désarmement de l'usine Lafarge, dont tu parlais tout à l'heure, à Bouc-Bel-Air, donc en tant que photographe de presse. Et j'ai été arrêté par la SDAT à 6h du matin, chez moi, avec 96 heures de garde à vue, enfin bon, bref. Voilà, là, ça fait très, vous voyez, ça fait un truc, waouh, c'est énorme, tout ça. C'est vraiment de la répression carabinée, quoi, avec 6 mois d'écoute, tout ça. En parler, j'ai envie de dire que c'est ultra important. J'ai fait plusieurs tables rondes pour en parler. Et dans la fiction, vous voyez, l'écueil, ce serait de dire, la répression, c'est un truc qui s'abat sur nous, on est tétanisé, on est au sol, tout ça. En vrai, moi, ce que ça a provoqué derrière, il y a un truc quand même, quand on réalise ce qu'on a en face, c'est énorme. Par contre, derrière, il y a une vraie solidarité qui se déploie, il y a une vraie action collective qui dépasse même notre cercle proche et qui va vraiment bien au-delà. Et du coup, vous voyez, là, tout de suite, on désaxe, on parle répression, on parle de l'État, de la puissance de l'État, de l'écoterrorisme, des figures comme ça qui sont utilisées. On parle politique, quoi. Et pour moi, c'est hyper important de le faire, de nommer les choses, de parler politique sans se faire un film militant, mais de raconter ce qui se passe clairement. Ça peut être très factuel, ça peut être scénarisé, mais sans en faire forcément un film militant. Et pour autant, voilà, décaler quelque chose qui peut être hyper accablant, en montrant aussi ce que ça amène derrière comme richesse. Voilà, moi, j'ai appris, mon dossier, il fait 1500 pages. J'ai eu un logiciel d'espion sur mon téléphone. J'ai été suivi. Ils ont compté les sacs de croquettes de mon chien qui me suivait. Vous voyez, il y a des moyens de surveillance qui étaient démesurés. Ce que j'ai appris et ce que les gens ont appris à travers ce dossier, c'est colossal. Et du coup, il y a aussi une vague de solidarité qui est née de ça et qui, en fait, fait que la répression derrière, elle n'est pas annihilée, mais en fait, ça contrebalance et on décale, et c'est assez lumineux, et on sent pouvoir, j'ai envie de dire, en fait, aussi à travers ça, quoi. Du coup, là, c'est comment est-ce qu'on peut renverser, quoi. Quand on parle de désarmement, il y a un renversement. Quand on parle de... Enfin, voilà, il y a toujours cette idée de renverser, toujours la vapeur, et que le décalage se fasse vraiment à l'envers. J'ai l'impression, quand même, souvent, dans les fictions, il y a un axe, et qu'on cherche rarement... Bon, après, c'est un peu gratuit ce que je dis, hein, mais... Il y a rarement vraiment ce côté renversement et voilà, ça manque souvent un peu, quoi, à mes yeux. Bonsoir. Vous avez dit qu'il y avait des profils très divers, vous avez parlé de gens dans les banques par exemple. Est-ce que vous avez des exemples de gens de pouvoir, en tout cas qui ont un pouvoir décisionnel, que ce soit des dirigeants d'entreprise, pourquoi pas un capitaliste activiste, pourquoi pas dans le domaine politique, pourquoi pas aussi un flic activiste, enfin, en tout cas des gens qui ont un certain pouvoir décisionnaire et qui pourraient faire kiffer les gens dont on a parlé, les diffuseurs, tous ceux qui nous empêchent, justement, qui pourraient s'identifier possiblement à ces figures-là, et ça les ferait peut-être kiffer de voir quelqu'un qui serait un peu ce qu'ils rêveraient d'être sans oser le faire. Est-ce que vous avez ce type d'exemple ? Voilà la question. Non, je ne sais pas si c'est des personnes décisionnaires, mais moi j'ai déjà croisé dans des luttes écolo très engagées, très radicales et tout ça. Alors pas forcément des policiers, mais des anciens policiers, oui, des anciens militaires, oui, des anciens responsables politiques, oui. Des capitalistes, oui, ça c'est sûr. Non, des personnages qui sont vraiment surprenants dans ces luttes-là. On en croise de plus en plus, parce qu'encore une fois, ces luttes-là, elles gagnent aujourd'hui beaucoup de couches de la société, ce qui n'était pas le cas il y a longtemps. Donc forcément, on trouve... Je ne suis pas sûr qu'on a un panel représentatif de la société dans les luttes écologiques aujourd'hui, mais on s'en approche, quoi. On s'en approche. Et des gens qui ne sont pas simplement là pour distribuer des prospectus le samedi sur le marché. Des gens qui sont là à prendre le risque d'être interpellés, d'être placés en garde à vue et tout ça. Donc des profils séduisants, attractifs et intéressants pour des prods ou des diffuseurs, oui, je pense qu'on peut en trouver carrément. Oui, pardon, désolée.
Déjà, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Moi, je suis de l'autre côté, je suis aussi un peu activiste, mais je me suis calmée parce que je travaille en ce moment avec Total, pas chez Total, mais il faut un peu changer, voilà. Christian Vanizette, pour répondre à ta question, c'est un des cofondateurs de Make Sense. Et lui, il est vachement capitaliste dans sa manière de vivre. Il habite à New York et tout. Mais il fait des actions de désobéissance civile de ouf. Et justement, moi, je voulais juste vous raconter une petite action que j'ai faite parmi tant d'autres. Mais en fait, c'est celle que je raconte le plus, alors qu'elle a eu aucun impact. Mais je trouve que c'est la plus cool. Parce que je me suis retrouvée à Station F, parce que mon copain travaillait là-bas à l'époque. Et il y avait Patrick Pouyanné qui était en train d'ouvrir la chaire sur le développement durable avec Xavier Niel. Bon, voilà. Génial. C'était dans la grande nef et on était 4 activistes, hein, pas plus. Et on a complètement court-circuité leur grande assemblée grandiloquente en envoyant simplement des airdrops des visuels qu'on avait fait dans le cadre de la campagne Stop Hiccup. Et en fait, il ne s'agit peut-être pas de grandes victoires, de trucs ultra publicisés, mais simplement des trucs qui dérangent. Ça peut être... je pense que c'est une autre manière de raconter l'activisme, et notamment parce que moi, je suis rentrée chez moi après, comme si j'étais allée juste prendre le petit-déj à côté de Station F, quoi. Et du coup, tu disais, Elodie, avant de commencer, ces héros. En fait, je pense que... Je ne sais pas s'il faut héroïser, ou que sais-je, hein, si c'est le bon terme. Parce que peut-être qu'il faut qu'on se dise, en fait, ça peut être n'importe qui, on se réveille un matin, et on veut participer à ce truc-là. Et puis, il y a aussi les gens de l'ombre, on l'oublie, mais la base arrière. Moi, j'ai beaucoup travaillé en base arrière, et ça aussi, ça a énormément d'impact. Alors, on est moins soumis au risque juridique, mais malgré tout, ça a aussi beaucoup d'impact. Bon, bref, tout ça pour dire que... peut-être aussi voir l'activisme comme de l'espionnage, parce que moi j'avais vraiment l'impression de faire partie du Mossad pendant ce truc à Station F. Ça peut être aussi une autre manière de raconter et de donner envie de s'engager. Et du coup, ça fait le parallèle avec plein d'imaginaires. Merci. Bonjour, je suis scénariste et je souhaitais... avoir vos précisions sur la différence entre activisme, plus précisément désobéissance civile et grand banditisme. Est-ce qu'il y a une frontière nette, des choses à ne pas dépasser, ou bien on peut faire évader quelqu'un de prison et dire que c'est la désobéissance civile? Alors non. On peut essayer, mais on n'y arrivera pas à faire croire que c'est de la désobéissance civile. En tout cas, dans les tribunaux, ça ne marchera pas. Croyez-moi. Non, la désobéissance civile, elle a une définition, c'est-à-dire qu'elle se fait au nom de l'intérêt général, et aller faire évader quelqu'un d'une prison ou aller cambrioler une banque, on aura du mal à faire croire que c'est pour l'intérêt général. Dans la désobéissance civile, il y a plusieurs considérations. Il y a le fait de le faire au nom de l'intérêt général, le fait de le faire de manière non intéressée. C'est-à-dire, il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a rien qui bénéficie à celui qui mène une action de désobéissance civile. Il y a le fait de le faire à visage découvert. En tout cas, nous et la plupart des mouvements écolos aujourd'hui, il y a un truc très assumé. Je le revendique, je l'assume, je réponds je m'échappe pas à la fin de l'action pour échapper à la police. Si je dois aller au tribunal, je vais au tribunal. Ça fait partie aussi de ce concept-là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été forgées dans la définition de la désobéissance civile au fil des ans, au fil des penseurs, historiens, philosophes qui ont travaillé sur ces questions-là, au fil des définitions qu'en ont donné les tribunaux aussi, parce qu'aujourd'hui, et c'est un truc hyper intéressant qui est en train de se passer aussi, c'est qu'il y a une reconnaissance. On parlait de la répression, et c'est vrai qu'il y a une répression importante, mais le pendant de cette répression et le pendant du fait qu'il y a de plus en plus d'actions de désobéissance civile, c'est qu'on a aussi des bonnes nouvelles dans les tribunaux, c'est qu'il y a aussi des tribunaux qui relaxent des militants au nom de la désobéissance civile et du fait que ça s'inscrit dans la définition de la liberté d'expression. Donc des tribunaux reconnaissent que l'action est illégale, mais qu'elle est
proportionné par rapport à la gravité des enjeux dénoncés, et que du coup, à ce titre-là, comme il n'y a pas eu de dégradation, qu'il n'y a personne qui a été blessé ou quoi que ce soit, on peut considérer que l'action était proportionnée et que du coup, ça entraîne une relaxe. Et donc, c'est quelque part un tribunal qui reconnaît que la désobéissance civile ne mérite pas une sanction. Et c'est hyper intéressant. Enfin, nous, on travaille beaucoup là-dessus. On a des juristes qui travaillent beaucoup là-dessus. Donc voilà. Donc il y a une vraie, enfin en tout cas pour nous, il y a une vraie délimitation très claire entre ce qui est de la désobéissance civile et ce qui est de la criminalité de droit commun ou du grand banditisme ou autre. Voilà. Et ouais, nous, je pense qu'il y a plein de gens qui disent qu'on fait de la désobéissance civile, mais en fait, nous, on le dit pas comme ça, et on l'a jamais dit, et je pense que c'est important. Je pense là, pour des raisons que tu as citées très précisément, nous, c'est des choses qu'on fait pas comme ça, tout simplement, notamment le fait d'être masqué. Je pense qu'il y a plein de manifs des soulèvements de la terre où les gens sont masqués, que ce soit masqués de façon festive, ou masqués de façon plus classique, ou masqués Covid. Enfin, en fait, parce que je pense, en tout cas, ouais, là, il y a des grandes différences dans la manière de faire. Nous, dans le truc de la criminalisation, en tout cas, nous, on dit pas qu'il faut jamais qu'il y ait des dégradations. Je pense qu'on a aussi un espèce de principe, je pense, de proportionnalité. En tout cas, on a un principe de non-dissociation des gens qui composent les soulèvements de la terre qui sont très très forts. C'est-à-dire que si les gens, ils estiment à un moment qu'ils ont besoin de répliquer, parce qu'en fait, il y a une répression policière qui est comme ça en face, en fait, il n'y a pas un consensus d'action, tu vois, qui va se dérouler de toutes les actions des soulèvements de la terre, quoi. On essaie d'avoir des consensus d'action pour une action spécifiquement à chaque fois, mais qui va être faite en fonction de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, des enjeux locaux, des gens qui participent à la lutte, etc. Mais il n'y a pas des balises, en tout cas grandes, comme celle de la désobéissance civile, même si maintenant j'ai l'impression que Extinction Rébellion, qui sont pas là, mais en fait ils disent qu'ils font de la désobéissance civile non violente, alors qu'en fait à plein de moments, je pense notamment à l'AG des actionnaires de Total l'année dernière, en fait, ils sont quand même en train à moitié de sauter sur des vigiles et de taper des vitres au pied de biche pour rentrer dedans à 500, quoi. Enfin, et en fait, je pense que dans un imaginaire collectif ou chez d'autres gens qui pratiquent la désobéissance civile, en fait, ça rentrerait pas dedans. Et du coup, je pense que les définitions, elles ont vraiment beaucoup évolué, comme tu as dit. En tout cas, nous, au Soulèvement de la Terre, c'est pas comme ça qu'on le dit et c'est pas comme ça qu'on fait, quoi. Parce que je pense qu'il y a des choses qui relèvent en effet de la criminalisation, point, quoi. Voilà. Moi, je voulais être dans la continuité de l'expérience racontée tout à l'heure, et au même titre que les conflits armés ont vraiment évolué à plein d'endroits au niveau sur les réseaux sociaux, enfin sur Internet, sur physiquement, l'utilisation de technologies, drones, etc. Je voulais savoir si, donc, dans la lignée de l'expérience, mais est-ce que vous réfléchissez à de nouvelles formes d'intervention qui puissent permettre d'être plus efficace et déstabiliser et d'avoir une longueur d'avance par rapport effectivement à des interventions qui sont somme toute qui sont une continuité de ce qui peut exister depuis le début de Greenpeace, quoi. Soit par une extraterritorialité, l'assemblage de plusieurs territoires, physique et technologique et autres, quoi. Est-ce qu'il y a des gens chez vous qui réfléchissent à des modes d'intervention nouveaux, quoi? Oui. Enfin, nous, on est en perpétuel, j'ai envie de dire, questionnement sur l'impact qu'on a et l'impact qu'on devrait avoir. On est, je pense, comme tout militant écolo digne de ce nom, on est toujours frustré par le peu d'impact qu'on a au réel. Et on aimerait avoir plus d'impact, on aimerait que les choses changent plus vite et tout ça. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on questionne en permanence nos façons de faire. Et il y a beaucoup de choses qui ont évolué. À Greenpeace, il y a beaucoup de modes d'action qu'on emploie aujourd'hui, qu'on n'utilisait pas. Tout à l'heure, je parlais de la petite équipe qu'on a qui fait quasiment du journalisme d'investigation. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas jusque-là. On a aussi fortement amplifié notre travail autour du droit et de l'utilisation de la justice. Pendant très longtemps, Greenpeace, quand on était au tribunal, c'était uniquement pour nous défendre après des actions de désobéissance civile, justement. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait qu'on utilise le droit pour nous, pour faire avancer aussi nos campagnes, et que nous, on se retrouve à lancer des recours juridiques, ce qu'on a fait avec l'affaire du siècle, qui a été très médiatisée à une époque, mais ce qu'on fait de manière moins médiatisée, avec tout un tas de recours qu'on peut intenter pour essayer de bloquer des projets et tout ça. Et autour de ce concept de la désobéissance civile, c'est pareil, on essaie de réinventer ça. Il y a beaucoup de mouvements qui sont apparus ces dernières années qui nous aident aussi à réinventer ça, qui arrivent avec des façons de faire différentes. On n'a pas tous les mêmes façons de faire, tu viens de le dire. Greenpeace et les soulèvements de la terre, on n'a pas exactement la même façon d'être en action sur le terrain. Mais c'est très bien. Enfin, moi, je trouve ça très bien. C'est très complémentaire. De toute façon, on est encore tout petit, donc il y a besoin qu'il y ait d'autres mouvements encore qui arrivent et qui questionnent un peu tout ça. Et puis, on fait
voilà, on tente des choses. Parfois ça prend, parfois ça prend pas. Vous avez peut-être vu, là, au mois de juin, on a fait pas mal d'actions Greenpeace, et ça allait on a déployé des blocs de calcaire dans une aire marine protégée dans le golfe le golfe du Lion, en face des Pyrénées orientales. Et en fait, pour nous, ça c'était ce qu'on appelle une action directe, c'est-à-dire que l'action elle-même a un impact directement. C'est-à-dire, on a largué des blocs au fond de l'eau pour empêcher le chalutage de fond. Parce qu'en fait, en larguant ces blocs de calcaire au fond de l'eau, dans une aire marine soi-disant protégée, en fait, les filets des chaluts ne peuvent plus passer parce qu'ils vont se prendre dans les blocs. Donc ça, on trouve ça intéressant. Quand on arrive à trouver quelque chose qui a un impact directement, je trouve que c'est la meilleure des façons de faire. C'est-à-dire, le simple fait de déposer ces blocs, voilà, ça empêche les chaluts de passer. Et après, on a essayé des trucs différents. Quand on a emprunté la statue de Macron au musée Grévin et qu'on l'a promenée un peu partout pendant 2 jours, bon voilà, l'impact n'est pas direct, parce qu'à part le fait que ça empêchait les gens d'aller voir la statue de Macron au musée Grévin pendant 2 jours, sinon l'impact direct, il n'était pas là. Mais en revanche, médiatiquement, ça a bien pris, ça a ramené cette question des importations russes autour du gaz, de l'uranium et tout ça dans le débat. Je trouve que les médias, pour le coup, ont fait plutôt du bon boulot. Chaque fois, ils racontaient, Greenpeace a pris la statue de Macron, mais ils expliquaient pourquoi, et c'est le pourquoi qui est intéressant. Voilà, mais c'est des choses très différentes, mais il faut qu'on tente des choses très différentes de toute façon. Moi, en tant que scénariste, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on montre aussi. C'est tous les citoyens qui luttent, parce qu'en fait, les militants ne sont pas des gens à la marge et radicaux. En fait, ça concerne tout le monde dès que c'est dans leur jardin. Je parle des projets 5G, des projets écométhaniseurs, tout ça. Et je pense qu'il y a un film très intéressant que j'ai trouvé très réaliste et très juste. C'est un film japonais qui s'appelle « Le mal n'existe pas », où il y a une scène presque de 20 minutes, qui est une concertation publique, où on voit les citoyens assister à cette réunion, parce qu'on veut imposer un glamping, enfin un camping dans leur village, et on va polluer leur eau. Et je trouve ça très intéressant, parce qu'on parle tout ce qui est donc les partis, comme vous avez dit, immergés du militantisme, mais qui sont toutes ces réunions d'information où les habitants commencent aussi à se révolter. Et voilà. Et donc je pense qu'il faut aussi parler de toutes ces actions locales, qui est le militantisme, on va dire, plus silencieux, mais plus collectif, qui rassemble aussi, et toute cette solidarité. Et donc voilà, juste ce film, je trouve qu'il évite de tomber dans cet écueil de violence, au contraire de montrer une image juste des villages qui luttent à leur niveau. Le mal n'existe pas, de Hamaguchi. Et je suis complètement d'accord, et ça recoupe un peu ce que je voulais répondre à la question d'avant. Dans les luttes locales, moi, que j'ai traversées, à chaque fois, il y a une inventivité spécifique à ces luttes. Ce qui a été raconté là avec les blocs est une illustration. Ce que j'ai raconté sur les bassines avec ces cerfs-volants qui ont déposé des lentilles, on a une autre. Et chaque lutte locale que j'ai côtoyée et que j'ai documentée pense et essaie de libérer d'abord les imaginaires pour inventer des nouvelles formes d'action. Et ça passe d'abord par raconter n'importe quoi. Et souvent, c'est assez drôle d'ailleurs ces moments-là. Et de voir qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Pour revenir un peu au soulèvement aussi, quelque chose là que j'ai vu et revu, les soulèvements, ils ont quand même fait le pari pendant des années d'aller sur des mobilisations de masse, de se dire il faut qu'on soit très très nombreux et très nombreux. C'est comme ça qu'on pourra dépasser la police et pouvoir inventer des formes d'action qui font vraiment masse. Aujourd'hui, de ce qu'on en voit, là, il y a eu des limites avec notamment Sainte-Soline et des manières de faire qui bloquent, où du coup, en fait, des modes d'action qui marchaient il y a encore 2 ans marchent moins, avec une répression qui s'est adaptée, des moyens policiers qui sont disproportionnés, de surveillance, de répression qui sont disproportionnés. Et du coup, là, on voit dans des luttes que je documente en ce moment ou dont je t'en parlais, on voit que les gens nourrissent des réflexions pour dire, en fait, ok, ça c'est passé, maintenant comment on fait pour s'adapter? Et il y a même des gens aujourd'hui qui détestent les soulèvements de terre et leur mode d'action, et qui, du coup, en fait, se revendiquent pas des soulèvements parce qu'elles et eux cherchent des nouvelles modes d'action, des nouveaux modes d'action, voilà, s'adaptent à la fois à la répression, à la fois à leur contexte local. Et pour moi, il y a une nécessité aussi de vraiment pas tomber dans des recettes, quoi. Je pense que les recettes de Greenpeace ont marché, les recettes de soulèvement ont marché, les recettes de demain seront différentes. Et c'est toute la force là que je vois moi, chez les luttes émergentes,
qui amène à chaque fois de l'air et des critiques. Et quand c'est pris, comme ça a été le cas avec Greenpeace, quand c'est pris pas en opposition mais en complémentarité, et quand on apprend les uns des autres, là, moi, ça a été assez admirable de voir qu'il y a quelques années, Greenpeace a invité les soulèvements à une AG. Ça vient, ça fricote, mais voilà, les vocabulaires sont un peu différents, mais pourtant c'est hyper, ça porte vraiment des fruits, quoi. Et derrière, les rencontres sont vraiment fructueuses, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça la clé, notamment face aux moyens de répression et de surveillance qu'on a en face pour des luttes qui sont vitales aujourd'hui, quoi. On le voit là, on suffoque. Je pense qu'on sait que ça va, voilà. Non, je me demandais en fait si spontanément, vous aviez des idées de récits donc, que vous aimeriez qu'on fasse. Parce qu'en fait, honnêtement, je me pose la question de la... Non, mais très sérieusement, en fait, je me pose la question de l'utilité de la fiction, en fait, par rapport à ça. Moi, je déteste les films dossiers. Je ne vais pas les voir. Donc, en fait, la plupart des films dont vous avez parlé, je ne les ai pas vus. Les espèces de Erin Brockovich, Beast, Terre, etc., j'ai pas envie de les voir. La comédie, je ne trouve pas que ce soit... Moi, c'est ce que je fais. Je fais de la comédie et j'aime ça et j'ai envie de continuer à en faire. Mais je ne trouve pas que ce soit la bonne idée pour traiter de ce sujet-là. Donc voilà, je me demandais, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire à part venir se battre avec vous éventuellement. Je sais pas, c'est plus pour. J'ai pas d'idée comme ça incroyable, lunaire à pitcher, mais tu disais par rapport à l'utilité de la fiction, ou en tout cas, il y a des. Moi, je pense qu'il y a quand même des films qui apportent des singularités, ou en tout cas des moments où c'est peut-être pas ça le sujet. En tout cas, le grand sujet un peu lourd, la crise, on a chaud, les gens sont angoissés, ils font de l'éco-anxiété, je sais pas quoi. En fait, tout ce truc-là qui marche pas tant, mais moi j'ai l'impression que c'est des récits singuliers au sein d'autres récits. En fait, et quand c'est inséré ailleurs, où en fait ça infuse mieux, moi j'ai l'impression. Je pense, en tout cas, j'ai comme si j'avais plein d'images floues, en tout cas de plein de récits dans la tête de films de fiction, où en tout cas il y avait tel personnage sur le côté qui faisait tel truc, et en tout cas, ou telle culture de lutte, ou en fait, et en tout cas, ou dans des séries ou dans des films, où moi j'ai l'impression que c'est ça qui infuse, et que j'ai l'impression qu'on est souvent confronté au fait d'en vouloir en faire le sujet, et de vouloir le poser, de dire je veux traiter l'activisme climatique, je veux traiter le militant, je veux traiter machin, et en fait c'est une espèce de grande figure, et qu'au final ça marche peut-être pas tant, et j'ai l'impression que souvent on se vautre un peu dedans en s'imaginant, quoi. Je pense même quand je faisais, moi, en étude de documentaire, il y avait un peu un truc où on disait je veux documenter tel truc de manière monolithique, en me disant que c'était ça le grand sujet, mais au final souvent le sujet, en tout cas en docu, il se découvre par la suite, et où il se découvre après, quoi. Et en tout cas c'est là où ça infuse. Moi je pense en film, en tout cas, moi ça va paraître peut-être bizarre, mais moi en film qui m'avait, quand j'étais plus jeune du coup, qui est sorti pas beaucoup plus jeune, il y avait Nocturama de Bonello. C'est Bonello, oui, qui était sorti, et moi j'étais un peu plus jeune à l'époque, et je pense que ça m'avait, c'est marrant, mais ça m'avait un peu radicalisé en vrai, quoi. Alors que tout le monde le trouve nul, ce film, tout le monde dit que c'est hyper caricatural, hyper cliché, mais en fait il a un truc singulier dans la manière de traiter en fait le sujet du terrorisme, qui est pas tant le sujet du film, qui est en tout cas en fait qui est l'amorce du film, mais en tout cas ça traite pas de ça, en tout cas qui fait que l'idée se diffuse. En tout cas moi je m'en souviens comme un souvenir assez lointain qui a marché, qui a laissé une empreinte quelque part. Et je pense que c'est à ça que ça sert aussi des fois la fiction, mais c'est plutôt par des autres biais que parce qu'en fait je vais regarder je sais pas, un documentaire sur les nuggets, je vais arrêter de manger des nuggets. En fait il y a un peu un truc où des fois ça marche pas tant tout le temps cette recette là, quoi. Et en tout cas si c'est pour convaincre les gens, il faut peut-être prendre légèrement à côté, quoi. Ouais, voilà. Ouais, j'allais dire un peu la même chose. En fait, je pense qu'il faut peut-être faire des films écolos sans le dire. Et déjà, ça pourrait peut-être régler les problèmes que vous avez avec les diffuseurs qui veulent pas faire de films écolos. Mais c'est vrai, les luttes écologistes, il y en a un peu partout. Vous allez rencontrer, si vous y passez un peu de temps, vous allez rencontrer des personnages formidables qui feraient des films formidables. Mais il ne faut pas forcément que le cœur de la lutte soit le sujet du film, quoi. C'est-à-dire, ça peut être un peu le fond de scène, j'ai envie de dire, mais c'est pas forcément le sujet central du film. Et puis il peut y avoir toute une histoire, je ne sais pas quoi, policière, une histoire d'amour ou autre autour de ce sujet-là. Et quelque part, ça fera passer des messages malgré tout. Ce sera pas un film sur l'activisme écolo, mais je suis sûr que ça fera passer des messages. Enfin, tout à l'heure, quelqu'un parlait de dystopie ou de science-fiction. On est en plein dedans. Enfin, un film qui se passe à Paris avec 40 degrés pendant plusieurs journées, les écoles fermées, des gens qui peuvent plus aller travailler, tous les terrains de sport désertés, tout ça. Voilà, quel que soit finalement le sujet du film autour de ça,
si le fond du film est là-dessus, ça fait un film écolo sans le dire, et qui est ancré dans une réalité du moment, quoi. Voilà. mais qui n'est pas, ouais, qui n'est pas climatisé, on m'a dit quand même, comme si j'avais demandé à arrêter la clim. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'on est tellement loin du compte tenu des enjeux et de où est-ce qu'on en est, nous, dans nos récits, que tout est bon à prendre? Enfin, moi, les algues vertes, c'est du basique, etc. J'ai adoré, en fait. J'ai totalement marché. Et je suis prête à prendre tout. Je veux dire, si demain, Marvel nous fait un super-héros hyper musclé qui sauve pour de vrai le monde en enlevant tous les trucs de forage, etc., mais je prends. Je veux dire, voilà. Mais bon, ils le feront pas et ils font l'inverse. Ils nous racontent des histoires d'Américains qui sauvent le monde et ils sauvent pas le monde. Mais de fait, tout est bon à prendre. Donc, je veux dire, toutes les fictions seraient bonnes à prendre si on réussit à atteindre l'écran. C'est ça l'enjeu, qui est difficile. Il reste 5 minutes, c'est ça que tu veux dire? Il y a peut-être encore des interventions? Alors moi j'avais une petite question quand même, parce que est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois d'écoper un bateau à la petite cuillère, et surtout qu'est-ce qui vous donne de l'espoir et qu'est-ce qui vous donne la force de continuer? C'est quoi pourquoi vous continuez en fait? Ouais. Non, mais ça peut être des trucs très simples, hein. Ça peut être des fous rires. Mais non, mais parce que j'en sais rien, oui, il y a ça, mais aussi parce qu'on se dit qu'en vrai, ça marche quand même décoper un bateau à la petite cuillère. C'est-à-dire que c'est long, c'est difficile, c'est éprouvant, c'est très frustrant parfois, mais à la longue, ça marche. C'est-à-dire, moi, comme je disais, ça fait 13 ans que je suis à Greenpeace, et j'ai vu quand même des évolutions en 13 ans qui sont phénoménales. Il y a 13 ans, un débat comme ça, on ne l'aurait pas eu. On ne serait même pas posé la question de la représentation de l'écologie dans le cinéma ou dans la télé et tout ça. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'on manque d'action, et je suis le premier à dire que les gouvernements n'en font pas assez, je suis le premier à dire qu'il faut aller plus loin dans la transformation du système et le renversement du système, qu'il faut changer de modèle économique et tout ça. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses en termes d'action qu'il faut mettre en œuvre, mais malgré tout, ces questions-là, elles ont infusé dans la société comme jamais en quelques années, notamment depuis les années 2018-2019, où il y a eu ces grandes marches climat, la jeunesse qui s'est mobilisée sur ce sujet-là comme elle ne l'avait jamais fait. Enfin voilà, c'est devenu un sujet de débat public, de débat politique, de débat médiatique. Et encore une fois, je me plains aussi du traitement médiatique, mais malgré tout, c'est devenu un sujet de discussion familiale. Ça n'était pas avant. Voilà. Donc il y a des choses malgré tout qui avancent, et je pense que enfin moi en tout cas c'est un truc qui me guide, dans l'action et la lutte, il y a quelque chose de porteur aussi, et de réconfortant et de motivant pour la suite. C'est sûr que si j'étais simplement à regarder ça comme un spectateur passif, peut-être que je me serais dit je vais arrêter, quoi. Voilà, mais on a toujours, enfin moi, je vais parler en jeu, hein, j'ai toujours envie de continuer et d'y aller, quoi. Pour moi, je crois que c'est la seule manière de vivre au quotidien. En vrai, il y a un peu un truc où je sais pas, je pense que les fois où je bossais dans des 35 heures, etc., et voir ça qui se déroule comme un espèce de fond qui se déplie à l'infini, il y a un truc où c'est... Enfin, après, je pense que c'est aussi des trucs de caractère, mais il y a un truc, avoir prise sur les choses, c'est quand même la manière de rebondir tout le temps et d'avancer. Et que par ailleurs, je pense, de fait que voir qu'il y a des endroits où ça marche, où il y a des endroits où les trucs se débloquent, là, le fait que le désarmement se soit accepté dans le langage courant, c'est quand même l'arnaque du siècle, hein. C'est quand même, ça veut dire sabotage. Et en fait, là, on fait une espèce d'opération langagière où on fait un mot, où on met un espèce de concept, et puis en fait, là, tout le monde dit... ah super, désarmement ce week-end. Enfin, en fait, je sais pas, c'est quand même un peu lunaire. Moi, je trouve qu'il y a quand même un peu de trucs lunaires dans ça qui se sont passés, et que par ailleurs, sur les trucs plus concrets, en fait, que là, les nouveaux constructeurs de bassines, ils sont quand même pas très bien, quoi. C'est que là, pour construire des nouvelles bassines, en fait, maintenant, ce que ça coûte de construire une bassine, c'est vidéosurveillance en continu, vigile en continu, les assureurs, du coup, le prix des assurances, il a monté. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. Et pareil, à la 69, bon, là, on sait pas très bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, le coût des assurances, hein, c'est ça qui a fait que, en tout cas, pour les nouveaux projets, c'est beaucoup plus compliqué d'imaginer de se projeter. En tout cas, nous, on le constate, quoi. Je dirais pas qu'il y a des grandes victoires. Enfin, il fait chaud aujourd'hui, quoi. Mais en tout cas, il y a ce truc-là, moi, je trouve, qui motive. Et en fait, je pense que le truc que tu as beaucoup dit de pluralité des gens qui s'investissent. Moi, je pense que si j'étais restée dans mon espèce de micro-milieu à faire les manifs syndicales, en continu, mardi, jeudi, samedi, à voir que ça, je pense que ça m'aurait un peu déprimé, ça aurait pas donné envie de continuer. Mais là, le fait de capter des gens qui viennent d'horizons extrêmement différents, qui sont à la fois, parce que ça se passe dans leur jardin, enfin, en fait, même des fois qui sont
un peu de droite, mais qu'en fait ils se rendent compte que ça va pas, et où des agriculteurs, et où en fait des jeunes qui viennent des grèves pour le climat, etc. Et qu'en fait ça fait des mélanges comme ça. Enfin, tu te dis oui, ok, il y a quand même un endroit où ça infuse à plein d'endroits, là où c'était inimaginable. Enfin, je sais pas, moi je me souviens des expulsions à Notre-Dame-des-Landes. En tout cas, le portrait était 100 fois pire que ça. Il n'y avait pas une variété aussi grande de gens en vrai, quoi. Et là, en tout cas, on a vu la bascule dans les dernières années, dans les mélanges, dans le fait qu'on arrive qu'on bosse des fois avec Extinction Rebellion, en tout cas avec plein d'orgas super différentes. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a moi, je le vois la différence en 10 ans, quoi. Je pense, en 10 ans, moi, je vois quand même un grand changement à cet endroit-là, quoi. Ça, c'est sûr. On était 200 à des manifs contre la Montagne d'Or en Guyane, je sais pas, il y a des années, et je sais pas, il y a des trucs en tout cas où ça change vraiment beaucoup, quoi. Voilà, un peu le message d'espoir. Merci. Merci beaucoup. Je laisse le mot de la fin à Anne avant d'aller vous hydrater après, parce que c'est important. Non, j'imagine que si vous avez envie de continuer la discussion, et beaucoup de questions restent ouvertes, évidemment, on se retrouve juste après, on en parle entre nous avec plaisir pour ceux qui en ont envie. Il y a un bon bouquin qui parle d'activisme qui s'appelle Première secousse. Et vraiment super. C'est qu'en termes de bouquins sur l'activisme, c'est quand même une avancée en littéraire. Et c'est pas pour vanter les mérites des soulèvements. Il y a quand même des petits trucs qui ont avancé dans l'écriture là-dessus, moi je trouve. Et c'est hyper intéressant, quoi. Ça décale les points de vue, ça s'interroge, ça se critique. Voilà, c'est un bouquin moi, que je conseille pour avancer un peu sur le sujet, mais je pense que vous en avez d'autres. Mais bon. Voilà. Merci beaucoup d'être venu discuter avec nous.